Alors bonsoir tout le monde, c'est le Club Paname pour un hors-série. Il est minuit et on a l'honneur d'accueillir Romain Molina. Merci à toi et comment vas-tu Romain? Bonsoir. Petitement, un peu malade et en train de manger, mais je vous remercie pour l'intérêt et je m'excuse avant toute chose si vous entendez des fois que je mâche des aliments. En plus, je tousse. Bon, bah, c'est Drayage et Basso avec moi, comment ça va Basso? Ça va, merci à Romain d'accepter l'invitation. Ah, bah, c'est clair que c'est super Merci à cool. vous. Romain, t'as sorti un bouquin sur Cavani il y a 3 semaines et on s'est dit que ça pourrait être cool d'en parler ensemble. Alors pour commencer, merci de te présenter à nos auditeurs et peux-tu expliquer rapidement qui es-tu et quel est ton parcours? Alors, je m'appelle Romain Molina, j'ai 26 ans et je suis célibataire. Non, non, j'ai vraiment 26 ans. Je suis un Isérois, donc je viens de la profonde campagne française. Je suis journaliste freelance et, enfin, plutôt auteur. Je sais pas si je suis vraiment journaliste, parce que je fais du journalisme. Ce qui veut pas dire que je suis journaliste. Donc c'est mon quatrième bouquin, ce livre sur Edinson Cavani. Je suis également joueur de basket semi-professionnel, champion de Gibraltar en titre et vainqueur de la coupe, ce qui vous place un homme. Et je suis avant tout un amoureux de la vie. J'ai vécu en Écosse et aujourd'hui je vis en Andalousie. Ok, et justement sur ton parcours, enfin pas journalistique mais qui fait du journalisme, comment est-ce que tu es venu enfin, enfin, la forme avec laquelle tu t'exprimes aujourd'hui et tes tout débuts quand tu as créé ton blog, c'était sur l'équipe, je crois, C'était lié à l'équipe, il me ou semble. lié à l'équipe, je Non, sais c'était plus. avant même. Hein? C'était avant même. Il y avait des trucs avant. Bon, en fait, moi, je viens des fruits et légumes à la base, des marchés. Ouais. Je suis petit-fils et fils de primeur. Et quand j'avais 19 ans, j'avais fait un stage, parce que j'étais en STAPS. J'avais fait un stage à Maxi Basket Basket News, qui était un hebdo et un magazine de basket. Et en fait, je suis rentré comme ça. J'avais notamment fait le sujet de une de Mondial Basket, non, de Maxi Basket, pardon. À propos des trois géants NBA partis peut-être un peu tôt, Petro, Agença et Miami. Et chance à moi, enfin chance à moi, ouais, non, bon travail aussi, j'imagine. Ils avaient adoré, etc. Donc en fait, j'avais prolongé avec eux. Après, j'avais travaillé un peu pour la Ligue nationale de basket. Je m'occupais du site internet, je faisais des interviews et autres. J'avais 20 ans. Et ensuite, j'ai créé Shark Foot, qui était un site autour du football francophone, avec l'idée de la Belgique, de la Suisse romande, de la France, etc. Et donc on a même poussé ça jusqu'à faire un magazine en Suisse romande, où j'ai dirigé les 13 numéros, alors qu'on avait juste un forum privé. Donc j'ai vraiment mis les mains dans le cambouis. Ensuite, oui, j'étais demandé par l'équipe, donc j'avais un blog autour du football britannique et les tréfonds du football britannique, avec ma manière un peu décalée, les entretiens en profondeur, déjà mettre le nez un peu où ça renifle un peu la merde. Et surtout une grosse enquête sur CNN autour d'un réseau entre la Belgique et la République démocratique du Congo, avec un exemple de Chancel Bemba, un joueur qui a 4 dates de naissance quand même, ce qui est plutôt pas mal. Peut-être le Guinness Book pour lui. Et ensuite, oui, des fois je pigeais un peu à France Food, donc un peu de CNN. Et puis après j'ai commencé donc à faire publier mon premier ouvrage. Donc voilà, et puis après j'ai même créé Hat-Trick, le site autour du football britannique, donc j'ai pas mal créé. On va dire ça comme ça. D'accord, merci. Et donc, justement, toi qui es journaliste et qui a. Enfin, pas journaliste, mais tu fais du journalisme, Voilà. je Voilà. m'auto-corrige. Et Oui. t'habites en Espagne, tu connais un peu beaucoup le football Mhm. britannique, notamment écossais. Et quelles sont pour Oh, toi oui. les différences majeures entre le journalisme français et ce qui peut se passer à l'étranger? Écoute, je pense qu'il faut pas non plus magnifier ce qui se fait à l'étranger et dire que on est de la merde, etc. Je pense qu'il faut être toujours méfiant vis-à-vis de l'excès. Bon, le plus dur dans la vie, tu me diras, c'est toujours d'avoir le juste milieu. Hein. C'est comme en sport, hein, le juste contrôle, la bonne vision, etc. Il y a des choses qui sont très très bien en France, mais il est vrai que il y a toujours les masses, on va dire. Comment je peux expliquer ça? Les leaders d'opinion. Dans quel contexte que ce soit, tu as des gens bien, tu as des gens vraiment en exemple. Hein. On peut prendre Valdano en Espagne. En Angleterre, je peux te citer qui, par exemple, je peux te citer la rubrique foot du Guardian, qui est exceptionnelle. Il y a toujours, on va dire, des chefs de file qui t'entraînent. Et t'as également l'inverse. T'as des mecs qui sont là, qui sont très clivants, qui ont une position arrogante, qui sont là pour susciter, on va dire, une vision assez manichéenne du débat, pour faire réagir. Mais le problème en France, c'est que les dites locomotives sont quasiment exclusivement de ce style-là. Alors certes, on Ouais, va dire, t'as carrément. peut-être aujourd'hui des consultants comme Habib Bell, mais déjà c'est des consultants, ce ne sont pas des journalistes, ils ne font pas spécialement du journalisme. Je parle vraiment de journalistes. Quand tu vois la différence d'exigence entre la rigueur du Guardian autour du football et celle de l'équipe, c'est à pleurer. Et je rappelle que le Guardian, c'est pas un quotidien de foot. Tu prends Sidlo, le correspondant du Guardian en Espagne,
il a déjà une autodérision et une humanité qui l'honore. Nous, en France, on a quand même certaines personnes, comme Didier Roustan. Dans l'enquête, on a Philippe Auclair, même si je pense qu'on s'en sert très mal à lui faire parler d'actu. On a Nicolas Villas, on a des mecs très très intéressants. Bon, ceux qui sont mal utilisés, et souvent c'est à cause des chefs qui sont rentrés dans cette vision vraiment manichéenne et qui deviennent complètement tarés avec les réseaux sociaux et la télé. C'est vrai, ils deviennent complètement tarés. Donc évidemment, aujourd'hui, je trouve que c'est un peu le cimetière des éléphants. Et il faut pas magnifier ce que je dis, ce qui se fait à l'étranger. Mais ce que je dis souvent, c'est que en Espagne, il y a beaucoup de débats des fois à la con. T'as Frédéric Armel quand même qui passe pour dire le niveau. Mais à côté, t'as du Valdano, t'as du Michael Robinson, qui est un ancien joueur professionnel britannique. Je sais pas s'il est irlandais ou anglais, j'ai un doute. Enfin bref, il était à Liverpool avant. Qui a une émission, par exemple, de 50 minutes où il fait des programmes assez foot culture autour de certains joueurs. Et je conseille, par exemple, c'est sur YouTube, vous pouvez voir. C'est pour ceux qui comprennent l'espagnol, il y en a un qui est absolument brillant avec Sergio Ramos, par exemple. Et en fait, lui, il te montre que pour parler de foot, il ne faut pas connaître uniquement le foot. Et tu vois, ça, par exemple, cet angle-là, l'Espagne là. Et nous, je sais pas qui l'incarne vraiment, ça, à part Roustan, quoi. Qui disait ça? C'est Valdano, ça? Ça, c'est Michael Robinson. Ah, Michael Robinson, mais tu vois, ils ont cette dualité. Ils ont Michael Robinson et Valdano, par exemple, qui sont largement écoutés, à des heures de grande écoute, etc. Et voilà, c'est quand même des locomotives un peu différentes qui te montrent le football sur différents prismes. Et nous, le souci qu'on a, je trouve, c'est qu'on a quand même une voix unique qui parle. Et c'est soit tu fais partie des pour, soit tu fais partie des contre. Et je trouve que ce qui nous manque, c'est de la nuance. Ouais, il faut aller chercher ça dans les sites. Mais comment est-ce que tu t'expliques comme ça qu'en France ce soit, enfin, peut-être je vais aller trop loin et peut-être ma vision est parcellaire, mais que ce soit sclérosé comme ça, c'est-à-dire que en fait les seuls mecs qui sont audibles sont des mecs qui sont dans le clivage, qui sont dans la vulgarisation dans le mauvais sens du terme, et que effectivement, comme tu le rappelles, il y a des gens de qualité, mais comment est-ce que tu expliques qu'en France il y ait ce systématisme à tout le temps mal les placer, à jamais les rendre audibles, comment tu l'expliques, si tu peux l'expliquer, parce que moi, ça me paraît fou, quoi. Ils sont assez encouragés à cliver, etc. Il y a vraiment une... Comment je peux t'expliquer? Je vais te raconter une scène qui se passe à l'équipe. Alors je sais pas les dirigeants que ça compte, que ça représente, pardon, mais les mecs qui sont absolument possédés, mais genre habités par le nombre de retweets. C'est le truc genre... c'est obligatoire. Et donc, quand ils voient leurs petites vidéos un peu buzz, etc., on en parle de partout, les mecs se sentent plus. Alors, en même temps, tu vois, plus c'est diffusé ici et là, plus il y a des gens quand même qui vont regarder par curiosité, je ne sais pas trop, par ennui. Donc ça, déjà, c'est un peu bizarre. Il faut vraiment comprendre cette idée que les dirigeants, ceux qui décident, sont dans une tour d'ivoire et ne connaissent pas la réalité. En même temps, il faut rentrer déjà dans ces médias-là. Hein. Des fois, tu as détecteur de métaux. Les bodyguards, bon d'ailleurs c'est toujours marrant parce qu'ils prennent toujours des Africains de 2 mètres pour 120 kilos, ça m'a toujours fait marrer ça. Et après, non mais en fait je te dis ça parce qu'une fois, il y avait un type, il m'a traité, un journaliste, j'ai pas cité son nom, il m'a dit que j'étais raciste. J'ai regardé, je lui ai dit mais pourquoi, etc. Parce qu'il m'a dit, t'as répondu au téléphone, je le parlais en espagnol, et à un moment donné j'ai dit ouais, el negro. Parce que c'est un mec, je savais pas son nom, etc. En espagnol, quand tu dis negro, il n'y a rien de raciste. Il n'y a absolument rien de raciste. Tout le monde l'appelle comme ça, c'est son surnom, au gars. Et le mec était, mais genre, choqué. Limite, il m'a montré sa carte du Parti Socialiste. Non, je troll un peu, mais... non, mais tu vois ce que je veux dire. Mais le mec, genre, choqué, j'avais dit un truc horrible. Alors, c'est le surnom du gars, quoi. Et moi, je l'ai regardé, je lui ai dit, mais par contre, le fait que ce soit uniquement... franchement, je vais te la donner, cet exemple-là. Je lui ai dit que tous les mecs de service, c'était uniquement des blacks. Je lui ai dit ça te gêne pas que le travail pour nettoyer ta merde, etc., j'ai vu que des blacks. Et vous leur parlez même pas, et après tu vas me jouer ce coupé-là, et je vais te donner une vraie anecdote pour moi qui me montre la déconnexion de ce monde-là. La première fois que j'étais à l'équipe, je me suis cru dans Tintin au Congo. C'est-à-dire qu'il y avait une salle, je crois que c'est au 4e étage, j'ai un doute, où il y a tous les dirigeants, etc., bien repus, et il y a un mec qui rentre avec un genre de plateau, des viennoiseries, etc. Et c'est vraiment le cliché parce que le mec qui parle, il a un vrai accent. Je crois que c'était un vrai malien, tu vois, mais un mec du bled. Donc vraiment, il fait les quoi, ça, les trucs, mais vraiment quoi. Et là, je te jure, il y a des dirigeants, ils le regardent, ils lui parlent même pas. Il lui montre la main, genre viens la bamboula quoi. Il lui prend ni bonjour ni merde. Le mec était adorable. Après j'ai parlé avec lui. Il a dit bonjour à tout le monde machin. Tous les dirigeants, il n'y en a même pas un qui lui a dit merci. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit mais c'est des gens, mais ils vivent dans quel monde?
tu dis pas bonjour aux gens. Le mec, il est super adorable, il est payé à coup de pompe dans le cul, et tu lui fais ça, genre tu lui montes du doigt, genre tu sais, c'était genre un esclave, le gars. Donc à partir de là, c'est un exemple con ce que je te dis. Mais quand déjà t'as ça, comment après tu vas te connecter avec la réalité? Quand déjà tu te comportes de cette manière-là. Je dis pas tous, je dis que moi j'ai vu cette scène, c'était il y a 4-5 ans, et j'étais choqué. En même temps, le mec disait, ouais, enfin bon, faudrait quand même qu'on fasse des économies, combien de mecs on va virer? Les mecs, ils se faisaient livrer des viennoiseries grand luxe, tu sais, par un. Enfin bref, c'était surréaliste. Surtout que, je te parle, ça se passait à 16h. Ça se passait pas le matin, hein. J'ai dit, mais on est où, là? Enfin bref. Je trouve qu'on est déconnecté de la réalité, et on est déconnecté de la réalité, et donc on pousse les mecs à être clivants, et ensuite il y a tout le côté un peu réseau, le mec qui connaît l'un, qui connaît l'autre. Tu sais, regarde, par exemple, Sébastien Tarago, Gilles Favard, Damien Degore, on en parle souvent, on dit qu'il y a un problème. Mais Sébastien Tarago, il a profité du réseau de Gilles Favard pour rentrer, et notamment quand il est devenu responsable de la rubrique foot de l'équipe. Et c'est ce même Sébastien Tarago qui a permis à Damien Degore, qui était très carriériste, de monter les échelons. Donc forcément, t'as 3 mecs déjà, ils se tiennent par les couilles. Et ces 3 mecs-là ont les mêmes théories. Donc tu vois, il y a aussi ce côté, on va dire, ce copinage assez nauséabond, qu'on peut regretter très très clair. Même si, encore une fois, il y a des gens qui défendent leur épingle du jeu. Je pense notamment à un mec comme Didier Roustan ou Yoann Mikou, qui des fois doit se demander ce qu'il fout à débattre avec des imbéciles pareils, quoi. Ouais. Non, mais des fois, t'as des séquences dans l'équipe du soir où justement t'as Roustan qui essaie de défendre un point de vue, mais il est à peine audible en fait. Il est à peine audible parce que ça braille dans tous les sens. Ouais, mais non, mais c'est terrible. J'ai l'impression que parfois les mecs, en fait, ils pensent déjà tout savoir et ils veulent rien comprendre. C'est des gens qui ont un avis sur tout. Et déjà, quand tu as un avis sur tout, je sais pas comment tu peux faire pour avoir l'honnêteté intellectuelle de dire que tu peux avoir un avis sur tout. Il faut vraiment être déjà foncièrement malhonnête. Et donc déjà, c'est n'avoir rien compris, même pas à ton métier, mais à la chance qu'on a de vivre. Parce que si la définition de la vie repose sur une malhonnêteté et on va dire le prisme de l'égocentrisme, eh ben putain, c'est triste. il y a une chose que je me suis toujours demandé, est-ce que les spectateurs en France, justement, veulent des émissions qui seraient plus dans le fond de culture foot? Est-ce que ça marcherait vraiment? Ou ils préfèrent regarder les blagues de Pierre Ménez ou autres potacheries? Ça, c'est l'éternel débat. Moi, je pense que la faute, elle est un peu des deux. Mais il y a une vraie fissure aujourd'hui qui s'est créée quand même entre l'univers médiatique et son lectorat, son auditoire, etc. Ça, c'est le cas. T'as une vraie fissure aujourd'hui. Moi, je pars du principe qu'il faut parler à tout le monde. Il y a des gens qui n'aiment pas lire, il y a des gens qui aiment écouter, il y a des gens qui aiment regarder, il y a des gens qui aiment les formes un peu courtes. Ça ne me gêne pas qu'il y en ait pour tous les goûts, même des trucs un peu superficiels. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'il n'y a pas de programme sur tous les formats, à part sur Internet, pour ceux qui désirent en avoir plus, pour ceux qui s'intéressent vraiment au foot. Et ça me dérange beaucoup. Donc, il y a quand même un irrespect, je trouve, des médias vis-à-vis des gens, parce que je me souviendrai toujours aussi, excusez-moi, j'ai finissé ma bouchée, un jour, je ne sais pas quel sujet je voulais faire, ça j'ai un doute, mais bref, le mec m'avait dit, c'était un responsable donc du groupe Amaury, il m'a dit, mais Romain, mais t'es bien gentil, mais Robert, là, qui est dans l'aviron, mais qu'est-ce qu'il va pouvoir dire ça? Genre, Robert, mais parle-lui d'un truc très simple, il vit dans l'aviron, le mec, attends, ça peut être qu'un imbécile. Donc tu vois, je trouve qu'il y a un mépris parfois de son lectorat, parce qu'on n'écoute pas le lectorat, et de l'autre côté, les gens sont trop passifs. Mais ça, c'est pas uniquement avec le journalisme là. Je veux dire. Ah non, mais c'est. Je veux dire, moi une fois, je vais te donner un exemple qui a rien à voir peut-être. Mais j'ai un copain un jour, il est venu ici, donc moi j'habite en Andalousie, et donc j'avais préparé à manger une espèce de salade, etc. Il me dit putain, la tomate, elle est super bonne, machin et tout. Et il me dit, elle a le goût de tomate. Et je lui dis ouais. Et genre, quand tu manges une tomate qui a pas le goût de tomate, tu dis quoi? Il me dit ah bah non, bah c'est comme ça en France, machin, moi chez moi, etc. Donc tu vois, c'est pareil, c'est con ce que je te dis, mais c'est une passivité terrible. Tu peux, surtout quand t'as de l'argent, parce que lui il a de l'argent, tu vois. Je veux dire, tu peux refuser cette dictature si on te donne de la merde, pourquoi tu continues à la bouffer? Le mec, il avait travaillé à McDo dans les conditions, il avait tout vu, il continue à y aller après. Bon bah mec, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais ça c'est encore un autre débat qui n'a pas grand chose à voir avec le traitement foot, quoi. Alors, pour revenir un peu sur les traces, t'as un petit succès d'estime qui commence qui je sais pas, depuis un an on entend plus parler de toi, ou en tout cas dans les sphères des gens qui s'intéressent un petit peu au foot, tu commences à apparaître au niveau des vidéos, au niveau des bouquins, tes bouquins commencent à, peut-être pas le succès dans le sens large, mais un succès d'estime dans le football.
Et comment est-ce que tu Toi, vis est-ce que ça implique des changements dans ta vie? Comment est-ce que tu vis tout ça? moi, j'ai des mecs qui m'attendent à la sortie de chez moi. Non, non, je déconne, mais Des jolies bon, filles? déjà, j'ai pas de nom de rue, tu me diras, donc déjà, ça évite tous les soucis. Non, plus sérieusement, ça change deux choses. La première, c'est que ma parole a plus de... Des fois, il faudrait que je surveille un peu ce que je dis, et je Mhm. le fais pas, parce que je sais que maintenant, quand je dis un truc, ça peut être repris un peu de partout, et potentiellement, je peux être attaqué en justice, parce que il y a certaines personnes qui n'ont pas intérêt à ce que certaines choses sortent. Ça, c'est la première chose. Ça t'est arrivé? Mais bon, j'en ai un peu rien à foutre, parce que c'est pas parce que je parle à 30 000 personnes ou à une personne, mon discours sera le même. Parce que ça voudrait dire que je deviens malhonnête quelque part. Et je n'ai pas envie de l'être. La deuxième chose quand même qui change, c'est potentiellement pour ma survie, parce que quelque part, je ne veux pas dire que je mène un combat, parce que j'ai pas cette prétention-là. Hein, je suis en rien révolutionnaire. Euh, J'essaie juste de suivre ma voie, qui est celle d'un accomplissement personnel. Donc c'est une voie à la fois égoïste, mais dans le même temps qui défend un intérêt qui m'est supérieur, qui est celui de l'honnêteté. Et dans ce chemin-là, donc de l'indépendance aussi totale, si je n'ai pas une base suffisante pour me suivre, je vais à la catastrophe industrielle. Déjà là, je vis avec moins du SMIC, sachant que j'ai aucune aide, pardon, j'ai rien du tout, j'ai aucune demande, enfin voilà. Si j'étais en France, je serais obligé de vivre chez ma mère, très clairement, et vu le nombre d'heures que je travaille, les gens n'ont absolument pas idée. Mais j'ai signé pour cette vie-là. J'ai signé, je fais du basket à côté, j'ai la vie que je rêve d'avoir, je vis où je veux, j'ai pas de contraintes, entre guillemets, et donc si c'est un prix à payer, eh ben je paierai deux fois le fait, entre guillemets, de vivre de manière très modeste. J'en ai rien à branler. Mais je sais qu'aussi, c'est pas éternel, parce que dès que t'as une galère, là par exemple, ma voiture a pété, bah là, je suis réellement dans la merde, tu vois. Donc, je sais que si j'ai pas cette base derrière moi qui commence un peu à croître, je vais à la catastrophe. Je vais à la catastrophe. Donc, c'est aussi pour ça que j'essaye d'être vraiment présent sur YouTube, qui m'aide pas mal à ce niveau-là. Dans le même temps, j'essaye pas de parler à la masse, que je saurais comment augmenter ma base d'écoute sans problème. Je fais plus de résumés un peu de match après, je fais un peu, tu vois, d'analyse de jeu, je sais que je grimpe facilement. Sauf que moi, je vais te parler des fois du Venezuela, je vais te parler de choses qui m'intéressent, en fait. Je fais pas ça pour spécialement avoir des gens qui m'écoutent, même si à terme, je sais que je vais être un peu obligé, parce que là, financièrement, c'est très compliqué. Donc non, c'est un plaisir, tu vois, d'échanger, et même, ça me met en difficulté. Ça peut que me faire progresser, parce que je suis déjà très exigeant envers moi-même, mais là, ça me pousse à l'être encore davantage. Et en même temps, des fois, j'échange avec des gens absolument incroyables. J'ai la chance d'avoir un lectorat que je trouve assez fin. Enfin, vraiment, ça me ravit. Donc, ça me rassure. Je me dis que je fais pas n'importe quoi. Et deux, j'ai un vrai échange avec les gens. Et je pense que je suis privilégié. Et tu vois, quand je te dis, j'ai peut-être pas la situation financière idoine, mais j'ai ce privilège-là que très peu, au final, d'auteurs, journalistes ont, c'est que j'arrive à échanger avec les gens. Et j'arrive à avoir du dialogue, à créer quelque chose. Et ça, encore une fois, ça n'a pas de prix. Donc, si ça a signé, je referai exactement pareil et je continuerai exactement de la même manière. Ok, bah ça rejoint un peu la question suivante qu'on avait, c'est que tu te considères, et à raison je pense, comme un conteur du foot, mais est-ce que derrière il y a Quoi aussi l'intention d'exercer une influence ou d'apporter une différence en matière de culture foot en France? Hum, je n'ai aucune prétention à exercer une influence, mais le dire comme ça, ce serait faire preuve de fausse modestie. Parce que quand tu écris, quand tu parles et que ton audience quand même dépasse plusieurs milliers de personnes, tu sais que tu as une influence quoi qu'il arrive. Déjà, ne serait-ce qu'avoir un échange avec une personne, quelque part, ta parole, si tu arrives à l'argumenter, peut avoir une influence sur autrui. Donc il faut en avoir conscience. Le truc, c'est que moi, je ne cherche pas à manipuler de manière idéologique et de manière vile et sournoise en répétant des choses fausses. J'essaie juste, parfois, d'élever le niveau, on va dire, de conscience, ça, réellement. J'ai la prétention de chercher à élever le débat et la conscience vis-à-vis du foot, et pas uniquement vis-à-vis du foot. Tu vois, je sais qu'il y a des gens qui avaient jamais lu le livre de leur vie, ça fait 15 ans qu'ils n'avaient pas lu. Bah, entre guillemets, grâce à moi, ils ont relu des bouquins, quoi. Déjà, c'est super flatteur. Surtout qu'ils ont aimé, en plus. Maintenant, l'influence, je pense que quand même, j'ai réussi à ouvrir les yeux sur un peu mal de personnes. Après, ce que je trouve assez incroyable, c'est que avant cet été, personne en France connaissait Pini Zahavi et qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que tous les médias en parlent, quoi. Donc il y a un côté assez drôle, quoi. Je sais que j'ai une influence quand même. Je sais que je fais chier du monde aussi dans le milieu du foot parfois, donc c'est aussi assez réjouissant. Maintenant, mon influence, c'est quoi? Je fais des vidéos pour l'Europe.
réellement, j'en ai pas vraiment. Mais j'en ai sur les gens peut-être qui m'écoutent, qui peut-être ouvrent un peu plus les yeux sur certaines choses, découvrent des trucs. Déjà, c'est énorme. Moi, je te dis, c'est un privilège. Mais après, à chaque fois, il n'y a jamais une idée pour exercer une fin personnelle derrière. Il n'y a jamais, on va dire, quelconque vice derrière tout ça. C'est vraiment un combat, je dirais, pour les faits, la justesse, l'exactitude, la conscience, la profondeur et la nuance. Et si j'arrive à apporter un peu une réflexion à quelqu'un, une pensée, peut-être un peu différente à la sienne, un peu dissonante, bah déjà c'est beau. Tu vois, si le mec a aimé et a réfléchi un peu, ça veut dire que je suis un privilégié. Ok, merci. Et une petite question, toi qui aimes la liberté dans tes créations et on va dire la déstructure dans tes vidéos, où ça peut être des fois, comme tu le dis toi-même, un joyeux bordel avec plein d'anecdotes et il faut réussir à te suivre. Il y en a qui ont du mal, bon, il n'y a pas de souci là-dessus. Et comment tu gères du coup la tâche pour structurer tes livres? J'ai jamais de plan. J'ai jamais fait un plan pour écrire un bouquin. J'écris comme ça. Ça vient naturellement. Vraiment. Alors, bah écoute, je dois avoir de la chance, mais tous mes entretiens sont retranscrits mot pour mot, ce qui est le plus long. Surtout que c'est en plusieurs langues, donc c'est un peu la merde parfois. Donc je sais à peu près ce que je vais utiliser sur les entretiens, mais tu sais, je coupe, je prends ce qu'il faut, je prends genre une phrase. Il y a des mecs, des fois, notamment pour le dernier sur Cavani, j'ai quasiment eu 100 mecs, il y en a des fois, bah j'ai utilisé sur 2 phrases. Donc des fois c'est un déchirement, mais voilà. Mais sinon, j'ai rien de préparé, je sais même pas. Des fois, je pars sur un chapitre, je me dis, je vais peut-être faire ça, autre chose. J'ai jamais fait un plan de ma vie pour écrire quelque chose. Jamais. Alors, je ne le conseille pas, mais pareil, quand je fais un entretien, j'ai jamais préparé une question. Et t'as jamais de restructuration, c'est-à-dire que le livre, en fait, tu l'as écrit tel que, et après, t'as jamais, ah non, ça c'est ça, il faudrait plutôt que je le mette avant, ou ça plutôt dans tel chapitre, t'écris, et puis basta, quoi. Je vais même te dire un truc, pour le livre sur Unai, j'ai eu des entretiens de mecs qui l'avaient eu à Valence et tout ça, quand j'étais sur la fin du livre. J'ai dit, merde, où je les mets? Genre David Villa. Et ben, je me suis démerdé pour arriver à le caser à la fin, en faisant une espèce de flashback ou autre, en faisant une espèce de comparaison, machin. Je me dépatouille, je m'adapte. Non, après, j'ai la chance d'avoir une bonne mémoire. J'ai la chance d'avoir, je pense, un bon esprit de synthèse quand j'écris et d'avoir un peu de recul sur moi. Donc écoute, après, je conseille pas spécialement cette méthode, c'est la mienne. Je pense qu'elle marche pas trop mal, parce que quand je me relis, je vois les points améliorés. Des fois, il y a un peu de structure, il y a un peu de ci, il y a un peu de là. Mais quand même, quand j'écris, j'essaie toujours de faire très attention à l'enchaînement de la structure. Ah non, mais carrément. C'est-à-dire, pas spécialement l'enchaînement des idées, mais l'enchaînement que ça soit très fluide. Je n'aime pas me regarder écrire. Il y a beaucoup d'auteurs qui se regardent écrire, et au final, je sais pas ce qu'ils peuvent. Ils pensent qu'ils peuvent écrire l'histoire, alors que, pour moi, je mets en scène l'histoire. Je suis un metteur en scène qui compte peut-être des histoires, certes, mais ce n'est pas moi qui me dois être l'acteur. Je suis un narrateur. Et c'est toute la différence, je pense, entre beaucoup qui se considèrent écrivain ou auteur ou tout ce que tu veux, et qui pensent être metteur en scène, auteur, interprète, enfin tout quoi. Moi, je suis metteur en scène, peut-être un peu costumier sur les bords, mais je suis surtout pas acteur. Ok. Et alors sinon, une petite problématique que tu dois avoir, comment est-ce que tu gères tous les Sofootix? Tous les Sofootix. Les footix. Définis le terme, le Sofootix. Non, le Sofootix, enfin, je sais pas, c'est apparu il y a 3-4 ans, quelque chose comme ça. Ouais. C'est les lecteurs de SoFoot qui prennent D'accord. Je suis moi lecteur de SoFoot, je ne suis pas dans SoFoot. Tu veux rire? Ah mais alors SoFoot, grand respect pour ce qu'ils ont fait, ils ont des emplois aux gens, ils ont montré autre chose, c'est très bien. Donc on va citer Pierre Maturana, qui aujourd'hui fait le malin à la télévision et on nous donne des leçons de morale. Moi il y a quelques années, j'ai eu un problème, j'étais plagié plusieurs fois par SoFoot sur le site. Au bout d'un moment ça me fait chier parce qu'il y en a un qui était récidiviste. Donc j'avais fait un petit communiqué sur la page Facebook que j'ai fait sur le site Adtrick. Et ça a eu beaucoup de répercussions. Et donc j'avais été harcelé pendant des jours, jusqu'à 2h du matin, par Pierre Maturana qui m'appelait, machin. Il me menaçait pas, mais il me disait, bon, tu sais, Romain, genre, mais ouais, on est obligé d'en parler à nos avocats, etc. Si tu le retires pas, si tu t'excuses pas, machin, genre, tu dois te soumettre, passer sur le bureau, quoi. Et moi, je suis jamais passé sur le bureau. Moi, je lui ai dit, tu m'appelles parce que ça a de l'impact. Le mec essaie de t'impressionner, machin. Ils ont fait la stratégie avec plein de mecs, hein. Donc déjà, l'éthique, par exemple, de SoFoot, pour les lecteurs, il faut savoir que on est très loin de cette éthique rock'n'roll, et du moins, enfin rock'n'roll, si elle est rock'n'roll quelque part, mais il n'y a aucune éthique là-dessus. Moi, je peux témoigner de première main, et je suis pas le seul.
j'ai d'autres témoins de blogs indépendants qui se sont entre guillemets fait impressionner, etc. Et moi, tout Pierre Maturana qu'il est, j'en ai strictement rien à branler. Et tu vois, c'est marrant parce que bon, SoFoot, ils défendent un autre foot un peu culturel, etc. J'ai sorti 4 livres, alors il y en a un sur le basket, mais les 3 autres, il n'y a même pas une ligne, et même pas un truc sur SoFoot. Par contre, moi, des mecs de SoFoot, j'en ai aidé, hein, pour les contacts, etc. Parce que je dissocie l'individu de l'entreprise et des chefs. Et j'ai beaucoup de respect pour ce qu'a fait SoFoot, il n'y a pas de problème. Mais par exemple, pour Pierre Maturana, j'ai strictement aucun respect. Strictement aucun respect, parce que moi, le mec, il avait essayé de m'impressionner. Même ma mère était choquée. Donc après, les lecteurs de SoFoot, je sais pas si j'en ai. Mais moi, ce que j'aime pas, par exemple, c'est il y a moi les déjà. lecteurs qui ne comprennent qui en font pour tous les goûts. Il y a différents niveaux de lecture, il y a différents niveaux de foot, il y a différents niveaux de profondeur. Tu ne peux pas demander à tout le monde de faire des grandes théories, etc. Moi, j'aime pas le côté un peu hype de certains trucs. Mais je vais pas cracher non plus, tu vois, sur les gros clubs. J'aime pas ça. Je pense qu'il en faut pour tous les goûts. Et je vais te dire un autre truc. Ce que j'aime pas, c'est vouloir faire d'un petit truc un scandale ou autre. Et je vais me donner un autre exemple. SoFoot avait repris de fort belle manière, d'ailleurs, l'enquête que j'avais fait autour de Chancel Bemba, donc ce réseau-là, avec un journaliste. Et puis un jour, je lui ai reparlé et je lui ai dit, mais attends, mais comment ça se fait que tu oublies, tu omets des faits importants et je ne te cache pas que cette personne, de ce que j'ai cru comprendre, voilà, elle avait dû... peut-être pas plus ce qu'elle voulait, je sais pas, mais il y avait des trucs qui, moi, me choquaient, parce que moi, je connaissais l'enquête, je savais exactement qui avait fauté et autres, et il y avait une idéologie qui était derrière. Alors, je sais pas si c'est de SoFoot, je sais pas si c'est le journaliste, mais moi, ça m'avait choqué. Et un autre exemple sur SoFoot, les lecteurs, j'ai jamais eu ce problème-là, en tout cas, moi, mais je me rappelle que beaucoup me l'ont dit, et je trouve ça complètement con, parce qu'en fait, c'est un manque d'ouverture. Ça veut dire que tu imposes aux autres ta vision, comme si ta vision, c'est forcément la bonne et que tu as la vérité. Il faut une nuance, donc... Je suis d'accord. Puis c'est pas parce que SoFoot veut parler d'un sujet que maintenant, genre, tu vas dire, ah ben je connais parce que machin. La connaissance, c'est aussi quand tu te la fais toi-même, pas uniquement en te fiant à un seul truc, quoi. Je suis très d'accord quand tu dis qu'il n'y a pas qu'une vérité. Et autre petite question un petit peu trollesque, une pensée sur le surnom Molinux? Sur Le surnom Molinux. Peut-être l'as-tu jamais entendu, je sais pas. Moulinex, il y en a qui m'appelaient quand j'étais plus jeune. Et il y a des comics. Ouais, non, j'ai déjà entendu. Des fois, je reçois des mails d'insultes et les mecs m'appellent Molinux. En fait, quand tu reçois des messages d'insultes, c'est drôle. Tu te dis, il y a quand même des mecs les mecs, ils ont l'air de me détester. Alors, je sais pas pourquoi, mais bon, pourquoi pas. Il a le droit. Mais le mec va quand même m'envoyer des insultes, tu vois. Mais genre, il y en a un qui me disait que je méritais d'être poignardé dans le cul avec une saucisse, enfin des trucs comme ça. Moi, celui-là, il avait l'originalité. Le surnom Molinux, il est pas mal sur les sites, les sites autour du PSG. Il y a Molinux et les Molinettes, c'est ceux qui vont parler de toi et qui sont un peu pris pour une secte avec voilà, le gourou Molina. En gros, ceux qui t'aiment pas. C'est sérieux, il y a des gens qui pensent ça? Exactement, oui, il y en a beaucoup. Oui, il y en a. Mais c'est des gens qui, la plupart du temps, n'ont jamais vu une vidéo de ta part et n'ont jamais lu un de tes livres. Bah, faut surtout lire un de mes bouquins si tu veux parler de moi, parce que la vidéo c'est bien beau, c'est uniquement de l'impro. Maintenant, si vous avez lu le bouquin sur Cavani, on peut ne pas l'aimer, mais on peut au moins respecter et voir qu'il y a du travail derrière, qu'il y a une honnêteté. Donc, je ne savais pas qu'il y avait des gens qui me considèrent comme un gourou. J'ai déjà entendu, on m'a déjà comparé à Alain Soral assez souvent. Ça va lui faire plaisir. Bah, j'ai plus de cheveux que lui quand même. Et non mais faut rigoler les copains, faut rigoler. Mais j'ai souvent entendu ça, il y en a pas mal qui m'ont comparé à Soral. Et en plus, on a le même éditeur. Il est chez Hugo et compagnie. Les éditions blanches appartiennent à Hugo et compagnie. Et moi, mes livres sont tous sortis chez Hugo et compagnie. Donc, ça, ils le savent peut-être pas. Là, les comparaisons vont retourner. Ils vont revenir. Mais gourou, non, en tout cas, non. Et je sais pas que non, que je suis Molinux et qu'elle est Molinette. Bah, putain. Et vraiment, des gens, ils ont que ça à foutre de... Mais c'est marrant, tu vois, c'est fascinant ce genre de truc. Parce que c'est souvent des mecs, en plus, ça se fait avec Frayolo, avec des gens. Quand, admettons, un journaliste ou quelqu'un un peu qui travaille, tu vois, qui a des infos, sort quelque chose, ça c'est forcément faux. Il y a des mecs donc, qui n'ont jamais parlé à un joueur de leur vie, mais qui connaissent mieux le meilleur footballistique que toi. Tu vois, pour donner un exemple, aujourd'hui, j'ai 2 personnes en interne du PSG qui m'ont appelé pour me parler d'autre chose, tu vois. Et puis après, j'ai une petite anecdote ici et là, tu vois. Tu sais, si j'étais une salope, je les balance. Et je vais pas.
Donc ça me fait rire parce qu'à chaque fois, tout ce que je dis, je le blinde par 3-4 sources différentes parce que voilà, j'ai un peu mes antennes ici et là, quoi. Mais ça me fait marrer. Ça me fait marrer. Mais merci de m'avoir appris ça, je ne savais pas. Ravi de t'apprendre quelque chose. Sinon, de manière générale, clairement, tu es un conteur de foot, et en digne fils de Roustan, ça c'est pour la petite flatterie. Et en lisant ton bouquin, c'est pas Ce qu'on a aimé tous les ce deux, qu'on a vraiment aimé, c'est que c'est pas vraiment un livre sur Cavani, mais autour de Cavani. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'était pas la meilleure façon de raconter vraiment Cavani, qui est quelqu'un de taiseux, qui a priori est quelqu'un de très pudique? Est-ce que si ça avait été un bouquin plus classique, on serait pas complètement passé à côté du personnage? Alors, c'est très intéressant comme question. Je pense que tu as totalement raison. Et je pense qu'aussi, je n'ai jamais écrit un livre de foot sur du foot, réellement. Même le livre sur Unai, quand j'ai pu placer d'autres choses, je l'ai fait. Parce que je pense que pour comprendre réellement un mec, un joueur, un entraîneur, un club, tu peux pas t'en cantonner au seul terrain. Il te manque des composantes, ce qui est quand même la principale composante qui s'appelle l'être humain. Alors sur Edinson, quand j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, ce qui est intéressant dans Edinson, c'est pas sa carrière. Sa carrière, elle est linéaire. Il y a des trucs intéressants, oui. Mais c'est que te servir de la carrière de Cavani comme prisme pour voir tout ce qu'il y a autour. Et ça correspond au mec. C'est surtout que ça lui correspond réellement. Ça correspond aussi à sa famille, à son frère Walter. Et donc j'ai pris ce pari-là. Et c'est surtout parce que je suis également inspiré par la littérature anglo-saxonne vis-à-vis du foot, qui a cette approche socio-culturelle, parfois politico-historique, mais enfin foot culture au sens plus large. Et que j'avais envie d'écrire un livre comme moi je les aime. Donc ce livre-là, il a lié les deux trucs. Il y avait le personnage qui était idéal pour ça, et en même temps, il y avait ce que je rêvais de faire. Et j'ai pu faire les deux. Donc mais c'est vrai que c'est un risque aussi, parce que quand je l'ai lu, sinon j'ai terminé à la bourre, mais quand je l'ai reçu, parce que j'ai pas pu faire une lecture finale quand je l'ai lu, je me suis quand même dit, putain, il y a beaucoup de mecs qui vont se dire, mais c'est quoi ça? Parce que tu t'attends quand même pas à... Quand tu achètes une biographie d'un footballeur, tu t'attends pas à ça. Quand tu compares, on va dire, les biographies des autres stars, après, c'est pas un truc officiel, tu vois, c'est un truc autorisé, on va dire. Mais je pense que tu t'attends pas à ça. Et j'en suis très fier. Et j'en suis très fier que, souvent, des gens ont apprécié le fait que ça soit un peu différent. C'est très réussi. Ouais, toute la Merci. partie. Alors, sinon, est-ce que tu as un voyage prévu impliquant un bus local dans les campagnes uruguayennes? Alors, ça, c'est le regret que j'ai. Il y en a deux. Le premier, c'est que dans le livre, il n'y a pas la carte de l'Uruguay parce qu'on n'avait plus la place. Et moi, je voulais la mettre. Mais bref. Et le deuxième, c'est qu'on a dû couper quelque chose et on a dû couper, malheureusement, les paroles un petit peu d'Hector Geoffrey, qui est donc le véritable découvreur de Cavani, inspecteur de bus local, le Tito Geoffrey, pardon. Et c'est un mec absolument adorable qui, des fois, m'envoie des photos d'oiseaux. Une fois, il m'a envoyé une photo d'oiseau et il m'a dit, c'est l'oiseau architecte, point. C'était génial, quoi. Et en gros, démerde-toi avec ça, Romain. Mais il est génial, Hector. Et en fait, j'avais fait un paragraphe en plus dans son interview de fin où il expliquait son job réellement, à fond, et qu'il gardait des bus dès l'âge de 12 ans à Salto, sa passion pour le transport, pour les bus, etc. Donc c'est le seul regret que j'ai, c'est qu'on n'a pas pu le garder, ça. Mais écoute, je sais que si je vais en Uruguay, bon, je suis un peu en Uruguay, il est vrai, je sais que tous ces mecs-là, je vais les voir avec un grand plaisir, avec un énorme plaisir. Et cette question, c'était aussi une manière un peu de te lancer sur nous raconter un petit peu l'intérieur. C'est ça. En fait, l'intérieur, c'est quand même l'angle de la première partie du livre. C'est quasiment... En fait, j'ai analysé Cavani, j'ai pris le prisme socio-culturel pour le faire. Et pourquoi je le fais? Parce que je parle avec un grand chanteur uruguayen qui vit à Paris, El Pájaro Canzani, qui est un ami personnel de Juan Pablo Sorin, donc je pense qu'on peut dire que c'est un homme de goût. Oh. Et il me dit, mais c'est simple, avec son phrase habituelle, il me dit, mais Romain, facile Cavani pour le comprendre, c'est un mec de l'intérieur. Comme il joue, ses gestes, tout ça. Il me dit, c'est un mec de l'intérieur. Et je lui dis, un mec de l'intérieur. Et il me dit, oui, donc après il m'explique ce qu'est l'intérieur. Et en fait, ça part de là. Et je me suis dit, je vais voir ce que c'est. Et c'est vrai que l'Uruguay, donc un pays engoncé entre l'Argentine et le Brésil de 3,3 ou 3,5 millions d'habitants, sa capitale, Montevideo, concentre absolument tout. Déjà, tout le football professionnel est à Montevideo. Et 40 à 45% de la population habite dans l'aire urbaine de Montevideo.
on parle de pays centralisés en France, mais on n'est pas du tout comparable à l'Uruguay. Les touristes vont, alors d'accord, à Punta del Este, ils vont à Montevideo, les musées sont à Montevideo, les expositions, l'art, tout est à Montevideo, il y a même les plages, les trucs bancaires, il y a tout à Montevideo. Et Cavani vient de Salto. À Roca, c'est la deuxième ville du pays, mais c'est à 100 000 km. Ah, 100 000 km, pardon, c'est 100 000 habitants. À 6 heures de route, c'est un autre monde. Et donc, c'est l'intérieur. L'intérieur, comme le dit Eddie d'ailleurs, dans l'interview de fin, il est flatté qu'on lui dise qu'il vient de l'intérieur, qu'il représente l'intérieur. Et pour lui, il y a une certaine liberté à l'intérieur, physique et également spirituelle. Et je dirais même que ce côté de l'intérieur rejoint également le côté de ses ancêtres, et non pas son grand-père sicilien, mais plutôt le côté de sa maman, qui est des origines indigènes. Et quand tu mixes ça avec l'intérieur, avec le fait qu'il n'ait pas eu de formation avant 16-17 ans réel, et il a tout découvert par lui-même. Et il dit c'est ce que fait un gamin de l'intérieur, parce qu'il a la liberté, il a l'espace. Et quand tu vois les goûts qu'il a aujourd'hui, quand tu vois la personnalité qu'il a aujourd'hui, pour avoir parlé avec vraiment plein de mecs de l'intérieur, Cavani c'est juste un mec de l'intérieur en plus, c'est pas Cavani, c'est Eddie. En fait Cavani c'est sur le terrain quand il met le maillot. En dehors du terrain c'est toujours été Eddie. Ouais, bah, justement, c'était aussi un peu la prochaine question. Cavani qui représente l'Uruguay et un autre joueur qui représente le football uruguayen et l'Uruguay en général. Et je vais citer cette question parce que le co-créateur de notre blog, qui n'est pas là ce soir, mais qui est très fan de ce joueur, qui est Diego Lugano. Et on voulait que tu nous fasses revivre l'anecdote sur l'hymne national. Ah, c'est une des meilleures. Eh oui. Alors, mais peut-être que les fans parisiens vont dire Diego Lugano, arrêtez. Mais Lugano, déjà, il a quand même été, je rappelle, porté à bout de bras à l'aéroport d'Istanbul par les fans du Fener. Ouais. Je sais pas si on se rend compte. C'est une putain de légende à Fenerbahçe à Sao Paulo. Et en Uruguay, c'est le plus grand capitaine après Obdulio Varela, qui est le mythique El Negro Jefe, donc le chef noir, littéralement, qui était le capitaine lors du Maracanazo de 1950 quand l'Uruguay va gagner la Coupe du Monde au Brésil. Et Lugano, donc on est en 2009, on est au barrage contre le Costa Rica, c'est le dernier ticket pour le Mondial 2010. Et donc au Costa Rica, ils vont gagner 1-0, l'Uruguay est un bout de Lugano. Et donc au match retour, c'est au Centenario de Montevideo, c'est évidemment plein, ça fait un moment que ça n'a pas été plein. Et donc quand les deux équipes arrivent sur le terrain, t'as fumigène, feu d'artifice tiré depuis la pelouse, enfin c'est du délire complet. Et en fait, il y a un chanteur qui arrive pour chanter l'hymne, El Zurdo, on l'appelle. Et il faut savoir avant tout que l'hymne uruguayen, c'est l'hymne le plus long du monde quasiment. C'est 7 minutes. Mais, en théorie, t'as 90 secondes. Selon la réglementation UEFA. FIFA ou UEFA, bon bref. Et donc, ça commence à chanter, et ça fait 3 minutes. Et ça chante. Et l'arbitre, le Suisse, Boussaka, il vient voir Lugano, lui dit, en espagnol, il dit Lugano, rompan pilas, donc rompez les rangs. Et Lugano, il fait, non, laisse les gens chanter. 30 secondes se passent, et là, quand tu regardes les images d'archives, tu vois que les mecs du Costa Rica, ils se sont barrés. Ils sont allés se mettre sur, dans leur camp, genre, comment expliquer? Genre, ils étaient en place. Et donc, l'arbitre, il revient. Et il lui dit, oh, Lugano, ça va faire 4 minutes, va les saluer maintenant, ou je te suspends et je stade avec. Et là, Lugano, il le regarde. Il lui dit, écoute, ici, t'es pas en Europe. Ici, on t'arrache la tête. Ne me manque pas de respect, c'est mon pays. Et donc, l'arbitre, il s'énerve, il dit, mais Lugano, je te siffle un pénalty contre toi, vous allez être éliminé du mondial par ta faute, nanana. Et Lugano, il reste. Il attend que l'hymne soit fini. Et là, il fait encore plus fort. Il bouge pas. Et il oblige tous les mecs du Costa Rica à revenir pour saluer les Uruguayens. Finalement, l'Uruguay va faire 1-1 avec un but d'Abreu. Il n'y aura pas de pénalty contre Lugano et ils vont au mondial. Mais je sais pas si on imagine la paire de couilles qu'il a, quoi. Pour dire à l'arbitre, laisse les gens chanter, c'est mon hymne, c'est mon pays, tu le respectes. On t'arrache la tête sinon. Mais dans ce match-là, pour moi, c'est incroyable. C'est surréaliste. C'est magnifique aussi comme histoire, je trouve. Non, je suis d'accord, c'est un homme extraordinaire. Même le joueur a été un très bon joueur. Mais pourquoi justement, t'en parlais un peu tout à l'heure, pourquoi il est considéré comme une des pires recrues du PSG version Qatari? Bah, quand tu joues assez haut de tes buts et que tu prends Diego Lugano en fin de carrière, je suis pas persuadé que t'as le bon mix, quoi. Après, comment expliquer? Il a quand même été super bon à Fenerbahçe, c'est une légende à Fenerbahçe. Je me dis, en Europe, il pouvait aussi jouer. Le style de jeu n'était pas fait pour lui, c'est quand même pas un technicien, Lugano, si tu cherches à relancer le prof de derrière. Après, il n'était pas là, puis bon, lui-même dit, il était tellement habitué à être la star de partout, que je crois qu'il s'y est pas fait.
Ça a toujours été un leader, c'est un leader naturel, etc. Par contre, je vais te donner une anecdote sur Lugano. Mais les intendants, ils disaient Lugano, il est impossible. Pas parce qu'il était méchant, au contraire, c'est un des plus gentils. Mais parce qu'en fait, il réclamait trop de t-shirts. Parce qu'en fait, avant d'aller à l'entraînement, il venait donc en salle, 1 heure, 2 heures, il s'entraînait, il mangeait, et ensuite il retournait s'entraîner en salle. Donc il changeait tout le temps de tenue. Les mecs, ils n'avaient plus de tenue pour Lugano. Donc voilà, c'est la petite anecdote sur le professionnel ultime qui est Diego Lugano. Ouais, j'avais l'impression si c'était une question de contexte, son échec à Paris. Ouais, contact, il était pas fait, c'était pas le bon club pour lui, mais ça n'enlève pas que le mec, il a guidé l'Uruguay 4e du mondial en 2010, qu'il a joué le match pour la 4e page complètement blessé, et que c'est un type, humainement, il n'y a pas beaucoup de mecs qui peuvent être autant le leader et autant charismatique que lui. Il y a une aura Lugano en Uruguay, c'est pas, oui, non, bien sûr. C'est pas un simple joueur, c'est vraiment loin d'être un simple joueur. Non, mais moi, de toute façon, j'adorais ce type, j'adore toujours ce type. Maintenant, on va parler de Walter et de son importance dans ce qui est devenu Edinson, aussi bien l'homme que le joueur. Alors, Walter, pardon, je mange, c'est le demi-frère d'Edinson et aujourd'hui, c'est son représentant. Alors, à la base, c'est un joueur de foot pro qui a notamment été à Ajaccio en 2002-2003 en Ligue 1. Il a fait une carrière honnête de joueur, hein, de sélection avec l'Uruguay, une Copa América. Il a fait un peu voyageur. Et en fait, tout le monde me disait, mais pour comprendre Eddie, il faut comprendre Walter. Alors, c'est Walter Fernando Guglielmone le nom. Alors, pour Eddie, c'est Nando. Et Eddie a toujours dit que c'est mon idole. Il disait, mais mon idole, je l'avais à la maison. Et en fait, Walter, tous les témoignages te disent, quand tu vois Eddie jouer, tu vois Walter. C'est les mêmes. Bon, avec Eddie, il a plus de talent. Mais le même professionnalisme, le même sérieux, les mêmes efforts et une philosophie de vie qui est quasiment similaire. Et tu vois, il y a un passage intéressant, c'est que Walter, c'est un mec très discret, c'est la seule fois vraiment où il s'est livré, quoi. Parce qu'autrement, il parle jamais à personne. Il est un peu ours sur les bords. Mais c'est un ours gentil, moi, Walter, mais des fois, il me parle, mais je me tords de rire. La dernière fois, il m'appelle. Ouais, il me dit comment ça va, machin. Mais on parle d'un truc qui n'a rien à voir, hein. Il me demande des conseils pour un week-end en France. Il me demande les régions sympas avec la nature, etc. Puis après, il me fait, oh, Romain, non mais là, faut que j'achète ma viande. Non mais je te rappelle, je vais acheter ma viande. Et lui, il fait des coups comme ça, moi, ça me fait marrer. Et comment t'expliquer? Walter, il a montré le chemin à Eddie. Et il lui a montré admirablement bien. Et il en tire aucun mérite. Il veut surtout pas en tirer un. Mais si Eddie il en est là aujourd'hui, c'est surtout grâce à Walter, très clairement. Et c'est un mec, tu vois, quand il me dit, j'aime pas qu'on dise que mon frère il se sacrifie, parce qu'il ne sait pas ce qu'est un sacrifice. C'est celui qui va à la guerre, c'est ceux qui vivent actuellement au Venezuela, c'est ceux qui ont des pénuries, ceux qui sont contraints de faire quelque chose. Il dit, faut pas confondre un effort à un sacrifice. Bah tu vois ça, ce tout petit détail, ça te montre la conscience du mec. Et ça, je pense que ça définit bien Eddie aussi. Merci. Alors j'imagine qu'on t'a fait raconter cette séquence et re-raconter cette séquence et re-raconter cette séquence, mais on peut pas ne pas la nommer quand on parle de ton livre. Est-ce que tu peux nous raconter les détails du transfert rocambolesque d'Eddie à Palerme? On me l'a pas demandé, tu vois. C'est pas possible. On me l'a jamais demandé. C'est un truc on me l'a jamais. On m'en a parlé un peu en disant que c'était le meilleur chapitre du livre, mais on m'en a pas. Alors écoute, le transfert d'Eddie à Palerme, c'est un thriller. Je pense qu'on est d'accord. Oui. Ah, complètement, oui. Et encore, je l'ai simplifié, hein. Et je voulais mettre des schémas, mais on n'avait pas la place, parce que c'est compliqué. En gros, Eddie, quand il arrive à Danubio, donc ce club à Montevideo, il est détenu à 50% par un mec qui s'appelle Betancourt. Mais Betancourt, il a 2 noms, visiblement. Il a un cousin ou un oncle, je sais pas quoi, qui lui sert de prête-nom. Et c'est un mec qui avait tué quelqu'un, qui avait tué une fille, je crois, une fillette de 17 ans, en bagnole, en état d'ébriété. Il conduisait avec 5 mineurs au volant. Enfin, il y avait 5 mineurs à côté de lui. Et il a voulu que son chauffeur habituel aille se faire accuser à sa place. Ça, c'est pour situer un peu qui est Betancourt, qui ensuite a été impliqué dans un grand scandale de prostitution entre Buenos Aires, Montevideo, etc. C'est un type qui a tout fait en Uruguay, qui a quand même pignon sur rue. Et lui, il avait 50% d'Eddie, et les 50% au club. Et en fait, il s'occupait pas de lui, donc il y a d'autres agents qui se sont mis. Je vais essayer de schématiser ça, mais tu as à peu près 10 ou 12 intermédiaires qui ont été dedans. Et c'est un Italien, en fait, Triulzi, qui est aujourd'hui l'agent de Dybala, aux dernières nouvelles, qui avait Eddie, qui avait le mandat, etc.
Et en fait, il y avait des clubs. À l'époque, déjà, il fait un tournoi de jeunes. Il était vendu par un agent ukrainien aux Pays-Bas. Sauf que, bon, ça s'est pas fait, machin, bref. Et Palerme, en fait, quand ils font le deal avec Danubio, Eddy est au Paraguay encore pour le Sudamericano. Le Sudamericano est terminé. Il reste 2 jours, je crois, avant la fin du mercato. Et donc, il a Walter. Walter, il lui dit, il faut qu'on voit le contrat, etc. Et Walter, à l'époque, il joue en Uruguay. Et donc, en fait, il a demandé à recevoir le contrat par fax chez un coéquipier à lui qui est plus ancien, etc. Et il dit, écoute, si c'est le même contrat, dès que tu as le contrat, il faut que tu me le faxes. Moi, je suis d'accord avec ce contrat, etc. Et bref, Triulzi, donc l'agent, arrive pour voir Cavani au Paraguay. Il doit être 4 heures du matin, 3 heures du mat. Et Eddy appelle son frère. Il lui montre le contrat, il dit c'est exactement le même, etc., etc. Et là, Walter, il sait qu'il va avoir des problèmes. Parce qu'il y a des agents qui étaient déjà venus, des mecs qui n'ont rien à voir avec le foot, qui se disent, attends, c'est un Italien qui amène le joueur, ils ne pouvaient pas l'accepter. Et donc, il y a des hommes de main un peu qui sont allés au Paraguay, etc., et qui surtout attendaient, pas Cavani, mais surtout l'agent à Buenos Aires le lendemain, parce qu'Eddy devait passer à Buenos Aires pour saluer son équipe de Danubio qui jouait contre Vélez, je crois, en Libertadores ou quelque chose dans le genre, et après aller en Italie. Et donc il dit à Eddy, écoute, demain ça va être dur, machin, et bon, il essaie de le rassurer un petit peu, mais bon, parce qu'Eddy se rend pas compte. Et là, t'as plein de versions qui sont sorties, en fait. Et jamais on saura la vérité. Selon certains, la mère d'Eddy à mon heure a été séquestrée, parce que pendant plusieurs heures, personne ne sait où est Eddy. Le président de Danubio essaye de l'appeler justement pour le prévenir. Il faut surtout pas que tu viennes à Buenos Aires, ça va être la merde, il y a des gens qui te cherchent, etc. pour ton agent. Il n'arrive pas à le joindre. De l'autre côté, moi j'ai des mecs qui m'appellent, qui m'ont menacé. Alors l'histoire, elle a date de 10 ans. Hein. Visiblement, t'as une histoire de coup de feu la veille au soir avec un agent italien qui arrive. Moi j'appelle la police d'Asunción, donc au Paraguay. Il me dit non mais il faut nous envoyer une lettre. Je lui dis je peux pas, faut que j'envoie donc j'envoie un courriel. Ils me répondent on peut pas traiter votre demande, ce qui rajoute encore au mystère. Et finalement Eddy est obligé de se planquer dans l'aéroport de Buenos Aires avec son agent pour que personne ne les voit, prendre un avion en catimini pour atterrir à Rome. De là, les mecs de Palerme ont été alertés qu'il y avait un type qui voulait aller chercher Eddy pour le faire signer ailleurs. Ils ont envoyé le secrétaire général et l'observateur en chef BP Corti avec un taxi. Quand Cavani sort de l'avion, ils le prennent, ils le foutent dans le taxi. Ils vont jusqu'à Milan. C'est super loin, Rome Milan en plus, hein, la plus longue course en taxi de sa vie. Et là, il va à Milan. Il comprend pas un mot d'italien, rien. Il est KO, il va se coucher. À 4 heures du matin, ça toque comme un fou. Il est à moitié à poil et on lui dit faut signer ton contrat, faut signer. Et il signe le contrat à moitié à poil à 4 heures du mat. Et pour l'anecdote, il avait le plus petit salaire quasiment du club. Et t'as le directeur sportif de Palerme, Foschi, qui dit ouais, il s'est contenté d'un deal assez médiocre. En fait, c'est la technique du dirigeant de Palerme de l'époque. Foschi faisait signer les recrues étrangères à 4 heures du matin, enfin en plein milieu de la nuit, etc. quoi. C'est quand même digne d'un thriller. Et encore là, j'ai fait la version simplifiée. Ouais, faudrait en faire un film, je crois. Mais puis carrément, et si je peux me permettre, dans le livre, c'est un passage qui est extraordinaire et qui est vraiment à lire, quoi. Je pense que c'est le chapitre que j'ai préféré faire parce qu'en plus c'est le Sudamericano, ce fameux Sudamericano où il explose et je pense que voilà, ceux qui ont lu le livre avec sa génération de la Sub-20, je pense qu'il y en a qui vont s'identifier un peu à ces mecs-là et les Figueroa, ceux qui ont lu le livre savent de qui c'est, Suraco, Cagalmacher, tout ça. Et en même temps, il y a cette partie historique où j'ai commencé sur le Maracanazo et un peu l'identité du foot uruguayen. Et c'est un chapitre qui peut en faire 5, il est super grand. Et ouais, c'était un peu compliqué avec un schéma, ça aurait été encore mieux, je le sais. Mais vraiment, le truc qui a été le plus dur, c'était de remonter toutes les sources entre le vrai, le faux, le ci, le là, même si t'auras jamais la version finale vrai, quoi. Mais je pense que je suis allé le plus loin que je pouvais aller, quoi, là-dessus. Il semblerait que peut-être un jour tu aies cette version finale en prenant un verre avec un Gustavo certain Dalto. agent et que tu ne pourras pas nous la raconter d'Eddy. et que tu ne pourras pas nous la raconter après. Tu sais, quand j'en parle un peu à Eddy, mais Eddy il fait une réponse, quand il me dit non, mais c'est pas vrai pour ma maman, mais après il me dit non, mais je suis pas rentré en Argentine voir mes coéquipiers parce que je devais faire autre chose. Enfin, tu sens quand même que bon, même là Eddy après je lui ai dit bon, mais voilà, après c'est un truc, ça devait pas être facile à vivre pour lui. T'imagines, le mec il avait 20 ans, il y avait des types qui l'attendaient pour zigouiller son agent, enfin c'est un truc de fou quand même quand tu réfléchis. Ouais. Bah après cette magnifique anecdote, on va un peu parler de Eddy, joueur du PSG maintenant.
On voulait savoir, à ton avis, l'impact d'Emery dans son niveau actuel, et qui est de plus en plus impressionnant, notamment avec cette anecdote que tu cites l'année dernière, où Emery lui fixe un total de buts de 30 ou 35 buts, et après ce match contre Arsenal, où il rate un nombre incalculable d'occasions, Unai va le voir et lui dit c'est pas 35 mais 50 buts que tu vas mettre. Non, mais en fait, à la base, c'est le frère d'Edith qui me la raconte, celle-là, et il me dit, donc c'est après Arsenal, et il dit, il savait qu'il allait foirer le match la veille, etc. Et Unai, il le convoque, et il lui dit, c'est pas 35 minutes que tu vas mettre, je me suis trompé, c'est 50. Et il m'a dit, on s'est regardé avec Eddie, on a dit, mais il est fou, il est taré. Et non, il dit non, mais en fait, parce qu'il savait que Eddie, il faut le challenger aussi, c'est un mec qui a vraiment cette idée de toujours progresser. Après, je pense qu'on voit le travail spécifique qui est fait avec Eddie, je pense qu'on le sent, notamment maintenant dans les petits espaces, etc. Là, cette année, il lui a donné comme objectif, il lui a dit, tu dois remettre 50 buts. Parce que voilà, mais tu dois faire 10 passes décisives cette année aussi. C'est ton axe d'amélioration. Et je pense qu'on a vu un Cavani plus altruiste, quand même, globalement. Un Cavani qui donne des fois des bons ballons. Là, encore contre Nantes, il donne un super ballon à Di Maria qui avait vu dans l'enterré puis qu'elle a poussé au fond. Et il y a beaucoup de travail individualisé, dos au but, etc., épurer le jeu et autres. Dans le jeu à une touche notamment, où il commence à exceller. Dans les 35 mètres adverses, le Eddy a rien à voir avec le Eddy de l'année dernière, quoi. C'est assez impressionnant. Il y a ça, il y a plein de choses, puis c'est surtout aussi au niveau de la confiance. Je pense que si Cavani a prolongé aussi au printemps dernier, c'est parce que c'était Unai le coach. Très clairement, parce que Unai n'a jamais cherché un autre attaquant quand ça allait pas autre. On peut pas dire autant de la direction sportive. Unai était soutenu évidemment par Nasser, qui a toujours été grand supporter d'Inson. Mais très clairement, la réussite aujourd'hui de Cavani, c'est tout le travail aussi qu'il fait avec Kylian Massage, le préparateur physique, tout le travail individuel que Eddy fait, et avec Carcedo, l'adjoint, Unai. Ils ont fait des exercices en plus des fois les après-midi, justement pour améliorer Cavani dos au but, plein de petites séquences sur le pied gauche, sur les remises avec toutes les parties du pied. Donc voilà, c'est une volonté des deux, parce que Unai le challenge, et Cavani aime ça, parce qu'il a la mentalité, vraiment, la mentalité ganadora, comme dirait Unai, la mentalité de vainqueur, pour toujours s'améliorer. Et ses coachs l'ont dit, donc je pense qu'en fait, c'est même pas Unai spécialement. Je pense qu'en fait, tous les coachs ont plaisir à travailler avec Cavani. D'ailleurs, ça s'est vu quand j'ai fait le truc, tous les mecs étaient ravis de parler de lui, parce que c'est un mec qui veut toujours s'améliorer et qui écoute, et qui est capable d'accepter de dire j'ai des défauts. Ce que pas tous les joueurs ne sont capables de faire, notamment certains de l'arrière-gauche. Mais on va pas citer. On aura compris. Alors sinon c'est assez impressionnant en fait au niveau des supporters. Quand Cavani est arrivé, il était très critiqué, il était alors qu'il plantait et qu'il jouait même pas forcément à son poste, très critiqué parce qu'il vendangeait beaucoup, il était même clivant et là il est en passe, enfin pour le PSG, de grandes stars. La dernière c'était Paoletta et Cavani est en passe de prendre cette place. Et est-ce que c'était pareil dans les autres clubs? C'est-à-dire qu'à chaque fois Cavani arrivait, il était critiqué, il y avait des choses qui n'allaient pas, puis à la fin il a fini par gagner le cœur des supporters dans les grands, enfin beaucoup quoi. Écoute, il a pas fait beaucoup de clubs, hein. Il a fait des clubs jeunes à Salto. En professionnel, il fait Danubio, mais il reste très peu à Danubio. Il fait quoi? Il fait même pas une saison complète. Donc à Danubio, pour avoir parlé aux fans, j'en connais pas mal, ils en gardent un souvenir d'un bon espoir, mais il n'a jamais été titulaire indiscutable à Danubio. À la fin, si, il était titulaire, mais enfin, c'était pas non plus le cador des cadors de l'équipe, quoi. Donc à Danubio, on peut pas en parler, mais il a toujours gardé une bonne image. À Palerme, il a été souvent critiqué quand même. Ça n'a jamais été l'idole, hein. C'était Nicoli, après il y a eu Ravière, mais Cavani n'a jamais été idole à Palerme. Parce qu'en même temps, à l'époque, dans les vendanges, il était pas trop mal à Palerme quand même, on va pas le cacher, hein. Je rappelle qu'à Palerme, un jour, il a même joué latéral droit dans un 3-5-2 quand même, hein. Donc faut s'imaginer quand même la progression du gars. Après à Naples, il était idolâtré, c'était même plus. Mais Lavezzi était quand même plus dans le cœur des gens. Quand même, il y avait plus d'identification à Lavezzi. Je pense que ça s'explique aussi par le contexte socioculturel de Naples et un peu le fait que Pocho est un peu une gueule cassée. Je pense que ça. Les gens campaient devant chez lui, je crois. Ah ouais, non mais c'était n'importe quoi. Il y avait un rond-point Edinson Cavani, c'était n'importe quoi. Il y avait la place Edinson Cavani. Et après, c'est devenu Judas quand il est parti, quoi. Mais il avait ce côté un peu Jésus. Mais après, est-ce que prendre Naples en exemple, parce que Naples n'a aucune rationalité quand même niveau foot?
tant est qu'il y a une rationalité dans la ville. Mais ouais, globalement, il a quand même toujours été apprécié pour la débauche d'énergie. Mais tu vois, le truc, c'est qu'il a fait tellement peu de clubs qu'on ne peut pas vraiment dresser de parallèle. Après, ce que tu dis est intéressant, c'est que aujourd'hui, oui, il a un peu le totem d'immunité vis-à-vis des fans, je pense. Et ça a mis du temps. Mais je pense que les gens voient surtout un mec honnête. Pour moi, Cavani s'inscrit dans la lignée des Sorin, quoi, dans ce club. C'est-à-dire des mecs qui incarnent quelque chose au-delà du footballeur. De l'état d'esprit, de l'âme. Je pense que quand tu es fan d'un club, et quand tu es fan du PSG, quand tu as eu des mecs comme Sorin, Pochettino, d'autres, je pense qu'un Cavani, ça te parle. Mais ce qui est étrange avec Cavani, c'est quand même que c'est un attaquant. Et quand je regarde tous les stars que vous avez vus en attaque, alors je sais déjà que Cavani, tu peux pas le comparer, mais en théorie, ça a toujours été des joueurs très soyeux. Il n'y a jamais eu un mec qui pouvait ressembler trop loin à Cavani. Donc ça, par contre, je trouve que c'est assez intéressant. Et pour avoir lu tes livres sur Emery et Cavani, à quel point on découvre pas mal de points communs entre les deux hommes, à quel point ils sont compatibles humainement et comparables dans leur approche de leur métier respectif pour toi? Bon, complètement. Il y a un côté déjà très humble des deux, très humain. Après, la grosse différence, c'est qu'Unai est vraiment taré de football. Et vraiment, comme il disait à Almeria, enfermo de football, il est vraiment malade de foot. Edinson, il adore étudier le jeu, mais par contre, il va pas regarder les matchs des autres équipes. Hein. Par contre, ouais, il adore la vidéo, il adore étudier le jeu d'une manière un peu universitaire. Ils ont surtout cet amour pour le jeu au foot. Ah non, il a un amour pour le foot. Cette mentalité de toujours chercher à s'améliorer, de toujours gagner, le côté un peu feu intérieur qu'ils ont en eux. Et aussi ce côté discret. Ça se voit aussi dans leur entourage d'ailleurs. Hein. C'est pas étonnant que l'entourage d'Eddie s'entende bien avec l'entourage de Noy. Voilà, ils ont des points communs dans la manière de voir le foot, tout à fait. Après, ils ont des différences, évidemment, comme tout le monde, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de points communs. Je suis d'accord là-dessus, dans la manière de voir et surtout de vivre le foot. Ok. Sinon, comment est-ce que tu expliques la facilité de l'intégration? Alors, peut-être que c'est venu avec le temps et que quand on est à Paris, justement, on voit de la facilité et que c'était pas le cas avant. Mais la facilité de l'intégration de Cavani, qui est un homme simple, dans le cadre du tout business, du tout money et du foot qu'on connaît aujourd'hui, quoi. Bah écoute, je pense que bon, déjà il y a eu Ravière qui, quand il dit ou Ravière dit c'est un amigo, c'est quand même des mecs qui vont pas appeler frérot quelqu'un au bout de 2 minutes, tu vois. C'est des gens qui pèsent le poids des mots, et s'il te dit c'est un ami, c'est que c'est vraiment, ça signifie quelque chose, quoi. Donc évidemment il y a eu Ravière qui a pas mal contribué quand même à l'adaptation d'Eddie là-dessus. Après, c'est un mec qui peut être dans n'importe quel vestiaire, il va pas changer sa manière d'être, il va pas être politique. Il y en a beaucoup, par exemple, qui étaient à Paris, qui se sont dit, attends, je vais essayer de faire pote avec Zlatan, je vais me mettre dans sa cour pour, entre guillemets, avoir les bonnes grâces. Ce qui n'était pas forcément une bonne idée, parce que Zlatan ne va pas te respecter si tu lui tires les pompons. Au contraire, il aime quand tu te rebelles un peu. Ce qui est d'ailleurs marrant, parce que pour avoir... on m'a donné un jour un peu la liste, De Gaulle et Armand écrit un peu sur Zlatan, et il disait exactement l'inverse, quoi, ce qui montre bien l'imposture de ces deux personnes-là, mais c'est encore un autre débat. Écoute, je pense qu'il coupe tellement avec le foot, en dehors du terrain, qu'en fait, il n'a pas besoin de tout ce qui est autour du foot professionnel pour être heureux. Lui, il a besoin de jouer pour être heureux. À côté, il a sa vie, et je vais même te dire, il s'en accommode très bien de ne pas être le centre de l'attention, de ne pas faire des spots publicitaires, de pas si, de lui, il préfère, lui. Hein. Le seul truc qui lui manquera toujours, c'est l'Uruguay. C'est pas sa ville, c'est... Mais à côté, il a tellement, on va dire, de centres d'intérêt variés, c'est pas quelqu'un qui s'ennuie, tu vois. Il y a beaucoup de footballeurs qui non plus ne savent pas se prendre en main. Ils ont toujours besoin d'être babysités. Lui, il n'a pas besoin. Bon, en même temps, il y a sa mère à côté. Je peux te dire que sa mère, attention, il file droit. Tout Edinson Cavani qu'il est, quand Bertha lui dit quelque chose, il file droit, Edinson. Hein. Donc, je te dirais qu'il a le fait qu'il ait une vie saine, dans le sens, il sait pourquoi il fait ce métier-là. Il aime ce métier-là. Et à côté, il n'a pas besoin des à côté. Il a besoin de jouer au foot. Et c'est vrai qu'il a aussi ce rapport à la nature qui lui permet de déconnecter. Il a vraiment une connexion avec la nature qui dépasse l'entendement. C'est même pas un besoin pour Eddie d'être avec la nature, c'est une nécessité. Et c'est là où on en revient à l'intérieur. Tu vois, ses amis quand ils viennent, c'est ses amis d'enfance. Ou des amis très modestes qui lui ressemblent. Et il se retrouve là-dedans. Après, c'est quelqu'un qui aime bien visiter les lieux, voyager, mais voyager pas dans des lieux qu'on va attendre. Là,
Je sais qu'il cherche à faire un week-end peut-être dans l'Ardèche, en Bourgogne, etc. Je pense que c'est le mec au PSG, dans les joueurs, qui connaît le mieux la France, maintenant. Alors qu'il n'est pas français. Ok, bah merci. On va parler maintenant un peu de la partie, à un moment dans le bouquin, il y a une partie sur le scouting, notamment avec l'ancien directeur sportif de Palerme, celui qui a déniché les Pastore, Dybala, Cavani. Notamment cette anecdote aussi au Venezuela, la compétition de jeunes avec les jeunes Vénézuéliens, et il n'y avait aucun recruteur dans le stade européen. Est-ce que tu sais un peu comment fonctionne Enrique, le nouveau directeur sportif du PSG, puisque lui ne parle jamais? Ouais, non, Enrique, c'est une tombe avec les médias. Écoute, Enrique, quand il était à Porto, il était épaulé par un gars dont j'ai paumé le nom, un type qui a une mémoire phénoménale, qui était capable de te rappeler des Porto Boavista de 1984 et de te sortir la compo. C'était un peu les Monsieur Foot à Porto, et en fait Enrique, il était là pour les gros trucs. La cellule de recrutement, c'est Enrique un peu qui l'a reformulé à Porto, mais c'est surtout l'autre personne que je te dis dont j'ai oublié le nom. Après, à Paris, il est vrai que depuis l'arrivée d'Antero, il y a une présence accrue des recruteurs parisiens sur tous les tournois. Ils étaient notamment en Inde il n'y a pas longtemps. Je ne me rappelle plus quelle compétition, quel tournoi il y avait, mais avant Paris, il n'y serait jamais allé. Il y a une refonte quand même qui est faite un peu de la cellule de recrutement, il est vrai. Après, Enrique travaille de manière plus professionnelle quand même que l'ancienne direction sportive, plus réfléchie. Oui, ça c'est évident. Maintenant, après tout dépend aussi du niveau de tes recruteurs. Paris, on a pas mal, même s'il y a quelques changements qui sont peut-être attendus aussi bientôt. Mais oui, la méthode de travail dans le terreau, elle diffère de ce qu'on a vu, même si pour le moment, c'est pas pareil d'être à Porto qu'à Paris. Ça va dépendre si Paris fait réellement un club satellite aussi, parce que si réellement il y a club satellite, ça va changer quand même pas mal de choses au niveau du recrutement. On risque d'avoir une espèce de vraie valseuse en post-formation, un peu à la Chelsea, quelque part. Ce qui est aussi une manière de générer des entrées d'argent, des départs, des ci, des là. Il y a quand même, ça c'est une possibilité. Mais vis-à-vis d'Antero, c'est quelqu'un qui est assez carré, mais qui a quand même l'intelligence de pas vouloir trop s'occuper des questions foot, c'est-à-dire qu'il ne s'immisce pas de partout. Le recruteur fait son boulot, l'agent fait son boulot, le directeur technique fait son boulot. Ça, c'est pas comme certaines personnes de la direction sportive qui voulaient faire tout et qui en fait faisaient rien du tout, quoi. Il y a quand même pas mal de rumeurs de coach depuis que Enrique est là. Il y a énormément de rumeurs de coach. Ouais. Bah, tu disais tout de suite qu'il s'occupait pas du sportif, donc ces rumeurs, c'est de la pure invention. Pas du sportif dans le sens, regarde, en fait, je m'explique. Sur le recrutement, qui est son job, c'est pas lui qui va superviser les gars, c'est ses recruteurs. Il va pas voir. Lui, en fait, il s'installe à la table quand ça compte. Ça, c'est pas le genre de mec que tu vas sortir pour tous les dossiers, quoi. C'est un peu le côté, en fait, après, il a son réseau, il a la confiance avec des gars, etc. Après, sur l'entraîneur, si, il est en charge de la politique sportive qui compte. Mais tu vois, c'est pas lui qui gère les jeunes, c'est pas lui qui va gérer les féminines, tu vois, enfin, je te dis, il est là pour l'équipe première et ce qui, entre guillemets, compte. Pour le coach, je sais pas du tout où ça en est. Il y a juste un truc à dire, c'est que pour le moment, il est toujours là. Il reste ce contrat jusqu'à la fin de saison. Ça va dépendre aussi de l'envie des joueurs. Parce que si les joueurs veulent changer, bah voilà. Mais si ça se passe bien avec les joueurs, peut-être pas, voilà, tout est dans Antero Henrique qu'il est. Je pense qu'il a l'intelligence aussi d'écouter les autres. Oui, mais j'ai l'impression qui manque à pas mal de personnes. Ça se passe plutôt bien avec les joueurs. Ça a l'air. Après, c'est les résultats qui vont dire. Là, c'est vrai que Paris vient d'enchaîner 5 matchs collectivement, je trouve, très réussis après Marseille. Les 5 matchs de suite où vraiment il y a quelque chose. Mais évidemment, tu dois le confirmer au printemps. Mais quand même, globalement, je trouve que là, dans la variété de jeux, je pense qu'on voit un vrai travail de fond qui est réalisé. Carrément. On est d'accord tous les deux, je pense, avec Darius là-dessus. On va parler un peu maintenant de questions football un peu plus générales, et notamment sur Unai. Ouais. Unai qui est aussi un personnage clivant au sein des supporters du PSG. Certains l'ont beaucoup défendu, certains le considèrent comme un coach sans style, avec une énorme proportion importante consacrée au volume de course, au physique. Est-ce qu'il est perçu comme ça en Espagne, comme un coach sans style? Et sinon, quel regard l'Espagne porte sur El Maestro? Tu parles des joueurs, de la presse ou des fans de foot? Les spectateurs, et en général, ouais, la presse et les spectateurs plus que les joueurs.
Je sais que les joueurs vont Almeria, rester, ils vont te dire un coach super offensif, un génie, le meilleur coach de l'histoire d'Almeria. Lorca, son premier club, ils vont te dire pareil. Valence, ils vont te dire, bon, à la fin, on en avait un peu marre, mais quand même, on le regrette. Sachant que c'est le mec qui a fait le plus de matchs sur le banc de Valence, et depuis qu'il est parti, bon, cette année, c'est bien, mais ils ont traversé vraiment des soucis alors qu'il a eu plein de départs à gérer. À Séville, la dernière année, fausse un peu le truc à Séville, parce qu'en fait, il a eu tellement de blessés, et Monchi s'est un peu fourré pour faire l'effectif, que la dernière année, ils ont bétonné quand même. Ils ont joué de manière un peu plus défensive, un peu plus, parce que la défense était fébrile, donc c'était un peu moins haut. Mais enfin bon, moi, par pas mal de matchs de Séville, quand même, c'était sympa, quoi. C'était une équipe qui avait la balle, permutation, jeu simple. Unai, il est quand même vu comme un vainqueur, hein. Trois Europa League, la montée avec Almeria, avec Lorca, c'est un mec qui a gagné, quoi. Il est vu comme un maître tacticien, comme un type un peu taré aussi sur le banc de touche. Il a toujours fait complètement passionné, complètement dans son monde, très fort tactiquement. Il était toujours considéré comme un des meilleurs coachs de Ligue 1 espagnol. Il a globalement une très bonne image en Espagne. Et notamment auprès des joueurs qu'il a eu. Là, par contre, quand tu écoutes les joueurs qu'il a eu en Espagne, tu dis, ah d'accord. Mais pourquoi on n'écoute pas David Villa, Jordi Alba, David Silva et Juan Mata, les enfants? Il y a 2-3 jours, David Villa il a refait une interview. Banega, ce que dit Banega. C'est son père adoptif quasiment. Ben oui, mais c'est papa, mais il l'a vraiment. Moi, ce qu'il m'a dit, c'est comme mon père. Tu vois, un mec qui a géré Banega, et en plus, Banega, il l'a donné à Séville. Puis, il n'y a pas que Banega, il a géré Felipe Melo, qui était quand même un type, c'est pas facile à gérer Felipe Melo, Gary Medel. Il a vraiment eu des mecs, c'est pour ça, ça me fait marrer des fois. Il y a des caractériels à Paris. Mais à Paris, il n'y a aucun mec qui pense qu'un autre va tuer un autre gars. Almeria, il y avait des types qui m'ont dit, ouais, mais bon, on sait pas si Melo ne pouvait pas tuer un gars. À partir de là, tu peux gérer tout le monde. Et plus sérieusement, c'est un autre profil, mais il a eu des mecs avec un ego pas possible, il a eu des vrais stars, excuse-moi. Il a géré David Villa. On se rend compte qui est David Villa en France? Non. Donc, si David Villa, il parle, il te dit, lui, c'est un mec qui m'a marqué, j'ai adoré travailler avec lui, Bah, je veux dire, pour telle raison, je sais pas, on écoute David Villa, enfin, je sais pas. je vais dire la réaction qu'il y a en France à ce sujet, parce que Villa a fait une interview il y a 2-3 jours où il rend hommage justement à Emery de nouveau, et il y a des gens en France qui vont dire ouais mais quand Unai l'avait c'était pas un grand joueur. J'entends beaucoup ça. C'est extraordinaire. Putain, David Villa, les gars. Mais David Villa, il pisse sur la Ligue 1. Mais même, il revient en Ligue 1 aujourd'hui, mais 25 buts. Ouais. Attends, mais sans déconner, quoi. Mais tu sais que, franchement, David Villa en doubleur de Cavani, mais putain, mais j'espère que les fans, ils le signent tout de suite, quand même, rassure-moi. Putain, je pense que pas tous, il y en a qui vont dire qu'il est trop vieux, tu sais. En France, c'est aussi le problème de l'âge. Les gens ne voulaient pas de Daniel Alves il y a 2 ans, je rappelle. Ouais, non, mais après, Unai, c'est pas un génie, mais quand tu vois tout ce qu'il a fait, tout le respect qu'il a dans le milieu du foot, ça veut dire que le mec, il doit pas être non plus le dernier des connards, quoi. Tu vois, je suis curieux de savoir si René Girard ou Antonetti ou Elibo ou quiconque ou Paul Le Guen, il y a des joueurs pareils qui sont capables de dire qu'ils l'ont changé. Un mec comme Mata qui est capable de t'expliquer que s'il a réussi à haut niveau, c'est en grande partie grâce à Unai, par exemple. Tu vois, je suis pas persuadé que ces gens-là ont le même genre de compliment quand t'as des joueurs qui te disent grâce à Unai j'ai appris à penser football. C'est un énorme compliment pour un entraîneur, je pense. Ouais, ça veut tout dire. Il y en a un qui m'a dit j'ai appris à penser sur le terrain. C'est un énorme compliment. Est-ce que tu pourrais nous faire un topo sur... Alors je sais que c'est une question qui est très très vaste et j'espère pas trop vague, mais est-ce que tu pourrais nous faire un topo sur les méthodologies d'entraînement de Unai? Alors, écoute, c'est un mec qui est dans l'adaptation vis-à-vis d'une troupe. C'est pas quelqu'un qui arrive avec une idée définie, on va jouer comme ça, point, je décide. Il s'adapte beaucoup au groupe qu'il a en face, autant sur le talent que la psychologie. C'est quelqu'un qui étudie énormément la psychologie de chacun. C'est un bourreau de travail avec son staff. Je pense qu'être la partenaire d'Unai Emery, ça doit pas être tous les jours marrant d'ailleurs, hein, parce que putain, vu le nombre d'heures qu'il travaille par semaine. Et écoute, c'est quelqu'un qui recherche l'intensité dans les séances. Et en même temps, il y a ce côté perfectionniste, dans le sens, je me rappelle à Séville, si admettons le gardien il dégage et que la balle elle arrive pas sur le bon pied du joueur, déjà, coup de sifflet, tu recommences.
Si ensuite le contrôle orienté il n'est pas bien fait, coup de sifflet, tu recommences. Toute l'action depuis le début. C'est son idée de principe d'entraînement, c'est notamment la couverture défensive pour laisser la liberté à tous les joueurs de monter, à condition qu'il y ait un mécanisme de rotation qui s'opère. On le voit d'ailleurs quand Alves monte, c'est un principe de coulissement. Ah, mais... Là, on le voit quand même. Tactiquement, ça ressemble à quelque chose aujourd'hui. Le pressing ressemble à quelque chose, etc. Donc déjà, il va rechercher aux entraînements à pousser les mecs au bout physiquement. Pour après, en match, justement, toujours être à fond, etc. Enfin voilà. Mais en même temps, gérer aussi les temps faibles. Après, aux entraînements, tu as énormément d'exercices sans ballon. Beaucoup d'exercices sans ballon, beaucoup de sorties de balles, beaucoup de trucs à une touche de balle. Il y a aussi un peu avec les tests cognitifs. Je sais que c'est quelqu'un qui fait beaucoup d'entraînements différents. Il essaie de varier les entraînements et puis tu as aussi une très très grande part donnée au coup de pied arrêté. Et d'ailleurs, ça a marché parce que vous avez encore un peu de but sur le coup de pied arrêté. Là, même s'il tente à chaque fois des nouveaux trucs, par exemple pour les coups de pied arrêtés, c'est étudié selon la défense, selon les corners et coups francs des équipes adverses sur les 8 ou 10 derniers matchs, voir les sorties de garde, etc., sur quoi on peut plus les prendre, premier, deuxième poteau, voir comment les étirer. Et donc c'est fait selon également le profil des adversaires. Donc il y a un côté assez, là-dessus il est assez novateur, je pense que là-dessus on peut dire que c'est vraiment un créatif. Après sur le reste, c'est quelqu'un qui encourage vraiment au jeu, quoi. Jeu, pressing, et toujours avec cette idée de coulissement et cette idée de, on va dire, de créer le déséquilibre dans l'équilibre. Je sais pas si je m'explique bien. Si, très bien. Mais je pense qu'on le voit, il y a toutes les permutations. C'est-à-dire, en face, on ne sait pas qui on va avoir en face de nous, parce que aujourd'hui, vous jouez dans quel système, officiellement? On me dit c'est un 4-3-3? 3 pointes hautes. C'est vraiment un 4-3-3? Bah pour moi, c'est un 4-3-3 où le fait d'avoir un poste n'a plus de sens. C'est-à-dire un 6 n'est plus un 6 parce que potentiellement c'est un 8, voire un DC. Tu sais, tout à l'heure, tu parlais des permutations qu'impliquent les déplacements de Alves, mais on peut parler de la même chose par rapport au déplacement de Marquis, où tu as Rabiot qui vient compenser derrière. Ça bouge dans tous les sens. Quoi. Donc c'est un 4-3-3, mais pour moi, un 4-3-3, mais malléable. Ouais, c'est un 4-3-3 sans la balle. Mais avec la balle, je sais pas trop ce que c'est parfois. Et c'est un peu l'idée, c'est ce déséquilibre-là, tout en respectant l'équilibre collectif, de coulisser pour compenser pour l'autre. Donc, il faut aussi avoir cette idée, quand tu es avec Unai, de travailler pour l'autre. Et c'est vrai qu'un mec profondément soliste va avoir du mal. Je pense que la méthodologie avant tout d'Unai, c'est que si t'aimes pas le foot, tu vas pas t'entendre avec lui. T'as vraiment besoin d'aimer le foot parce qu'il va te faire chier sinon. Il va te faire chier. Parce qu'il faut étudier le jeu, il va te demander, il va poser beaucoup de questions aux joueurs. Genre, des fois, c'est pas lui qui donne les réponses. Il attend la vie des joueurs, machin, après ils vont faire des colloques. Il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs, par contre, qui font ça. Alors après, c'est bien, c'est mal, j'en sais rien, c'est ça la méthode. Il y a beaucoup de... Il va provoquer la discussion. Parce que, comme il m'avait dit une fois, si le joueur, il dit rien, ça veut peut-être dire qu'il en a rien à foutre. Mais t'as que si y en a un qui critique, il dit non, moi, je suis pas d'accord pour ci, ça. Bah, ça veut dire qu'il en a quelque chose à foutre de l'équipe. Donc, tu vois, il faut provoquer une discussion bonne, mauvaise, et ça aussi, c'est sa méthode, notamment au niveau psychologique. Sinon, on se demandait, est-ce qu'Unai est un coach de moyen terme, dans le sens une demi-saison d'observation test et une demi-saison d'application. Et pour aller un petit peu plus loin, alors après c'est mon fantasme à moi. Il y avait l'exemple des coups de pied arrêtés d'ailleurs. Pour les coups de pied arrêtés, oui, ça s'était vu avec jouer les coups de pied arrêtés à 2 en première partie de saison pour en deuxième partie de saison devenir excellent sur corner. Et justement, on a vu un moment récemment un 7-3. Tu sais, c'est ressorti dans la presse où justement Marseille et les matchs qui précédaient, où tu avais mais littéralement 60 mètres entre la ligne d'attaque et la ligne du milieu. C'était pas une équipe coupée en deux, c'était coupé en deux à son paroxysme. Mais je me suis demandé, justement par rapport à ce côté qu'a Unai de parfois faire des tests, est-ce que ça aurait pu être volontaire? Non, là c'était... Non, il y a eu 3 matchs horribles collectivement. Il y a eu Dijon, l'aller à Anderlecht et Marseille, qui étaient 3 matchs très mauvais, l'équipe saucissonnée, hachée. Et je me suis dit, putain, là, est-ce qu'il perd un peu l'équipe? Est-ce que si, est-ce que là? Et on voit les derniers matchs, on voit l'équipe qui veut. Non, après, des fois, il y a des tests en cours de match. Je sais pas si vous vous êtes rendu compte contre le Celtic, mais parfois, il y avait sur 2-3 schémas sur jeu placé,
Ça passe en 4-4 de losange avec Neymar en 10 et Mbappé qui a mis devant. Je sais pas si vous avez fait gaffe. Oui, tout à fait. Faut que je revoie le match, j'ai pas vu. Pas tout le temps, mais il y a des fois, Ouais, il y a ouais. ce schéma qui est un peu travaillé quant à la balle. Non, il fait pas mal de tests. Ouais, bah, des fois, il tente des mecs aussi. Tu vois, Lo Celso, il l'a fait jouer à tous les postes du milieu depuis le début de saison. Ouais, il a fait jouer 6 contre Nice notamment avec Pastore et Draxler devant. Ouais, voilà, il tente un peu. Après, non, sur Marseille, c'était pas la vie. Mais c'est vrai que il va tenter des fois des trucs, tu vois, Alves 8. Ouais. Et après, il en parle aussi aux joueurs, tu vois, c'est pas fait comme ça. Il se dit pas, tiens, je vais réinventer le foot. Mais je serais pas étonné de voir d'autres tests en cours d'année. Je serais pas étonné. Ok. Une petite question football général. En France, on a souvent tendance à cataloguer les entraîneurs minimalistes comme des coachs pragmatiques et des ambitieux comme dogmatiques. Est-ce que c'est pareil en Espagne ou... Par exemple, un mec comme Guardiola, pour moi, qui est considéré comme dogmatique en France alors qu'il s'adapte et il joue de manière différente partout où il est passé. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, je n'ai pas la prétention de répondre efficacement à la question. Je vais quand même donner juste mon petit avis là-dessus. Je pense qu'en France, pour reprendre ce que j'ai dit au début de l'interview, on manque de nuances. Et qu'on veut directement classer les mecs dans une position, tu vois, c'est comme l'idée du système. On veut toujours dire, ouais, mais c'est tel schéma, faut changer le schéma, alors que l'animation, c'est une question de nuance. Le schéma, c'est quelque chose de figé, c'est une vision manichéenne. Et on retrouve ça, si tu regardes, dans l'idéologie médiatique des avis, des articles, etc. C'est soit pour, soit contre, c'est un truc figé. Il est pragmatique, il est ci, il est là. Ça dépend, ça va dépendre de plein de coachs. Il y en a qui peuvent l'être, ce que tu veux, on peut faire tout dire. Je sais pas ailleurs si on voit vraiment des différences, j'ai pas la connaissance pour le dire, mais c'est vrai qu'en France, je trouve qu'on est réducteur sur ce coach, il est ci, il est ça. Des fois, ça dépend du contexte, ça dépend de l'effectif qu'il a, ça dépend de pas mal de choses. Après, c'est vrai qu'il y a des coachs qui ont une idée de jeu, comme Pablo Correa, en effet, ça va pas vraiment changer. Mais il y a des contre-exemples, je pense aussi, qui sont vrais. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui veulent nous faire croire que Bielsa, il est complètement fou, quoi. Donc bon, à partir de là, on peut faire croire tout et n'importe quoi. On va revenir à un épisode un peu plus douloureux pour tous les supporters parisiens, vu qu'on va parler un peu du 600 sur une question. À quel point Unai est responsable selon toi, notamment dans le livre, il y a une anecdote, je crois, de l'intendant, si je ne me trompe pas, du PSG, qui dit que les joueurs commencent vraiment à avoir peur quand ils sortent de l'hôtel et qu'ils voient toute la ville derrière Barcelone. Et est-ce que Unai n'aurait pas dû les préparer à cela? Il n'y a pas eu une erreur là-dessus? Moi, je pense qu'Unai a sa part de responsabilité, évidemment, parce que son discours d'avant-match ne les a pas rassurés. Donc, évidemment... Mais alors, à l'inverse, je vais te dire que pour moi, il a totalement sa part de responsabilité sur la première période, bien sûr. Néanmoins, à la mi-temps, je suis désolé, mais la deuxième période que vous faites, la fin de match, il n'y a personne qui peut la prévoir. Elle est quand même... Mais pendant 30 minutes en deuxième période, vous avez corrigé le tir, quand même. C'est vrai, on l'avait... Donc, il y a eu un truc, bon, bref. Après, c'est tout le club. Moi, c'est ma version. C'est la version de pas mal de témoins, notamment des intendants. Quand vous avez gagné le 4-0, vous êtes du champion du monde. Donc, il y avait que le staff et certains cadres qui leur disaient, mais on va arrêter, là. Tu vois, le truc de la pizza, l'idée de Bro Story, là, montrer le foot autrement, je sais pas quoi, mais c'est une catastrophe. Mais c'est incroyable que le club ait laissé passer ça. C'est incroyable. Que des dirigeants appellent, enfin, ils regardent les hôtels à Cardiff au lieu de la finale pour leurs proches, mais c'est incroyable. Et après, ouais, visiblement, c'est en sortant de l'hôtel où déjà il y avait les mecs de Paris, il y avait des gens qui regardaient les champagnes qu'ils allaient commander le soir. Et d'un autre côté, il y a eu tout l'environnement autour qui a quand même mis le doute. De l'autre côté, les mecs étaient tranquille, machin. Ils n'étaient pas prêts. Là, il y a sa part de responsabilité. Mais je pense que la plus grosse part de responsabilité, c'est les dirigeants, comme chaque année. Ils ont répété les erreurs comme chaque année. Ah, ça, c'est un jour sans fin. Nasser, il a fait un tour d'honneur après le 4-0 quand même. Hein. Oui. Ouais. Est-ce que tu veux pas te demander après aux joueurs d'être humble quand toi-même tu fais n'importe quoi? C'est sûr. Pour moi, la plus grosse erreur, personnellement, d'Unai sur ce match, c'était le changement de Draxler pour Aurier, avec Draxler qui était le seul qui savait tenir le ballon, et on redonne espoir à Barcelone avec ce changement. Ouais, après il a souvent fait changer les latéraux comme ça. Je pense que
Alors, je pense que déjà, vous avez un concours de circonstances terrible, c'est que l'effectif est ultra diminué pour ce match. T'as Rabiot qui a finalement peut-être pas dû jouer, etc. T'as Mota qui est pas là, Pastore qui se blesse un peu avant de mollet, et donc il sait pas s'il peut le mettre. Moi, je pense qu'Unai, a fait évidemment des erreurs. Maintenant, quand Krikoviak qui rentre, par exemple, c'est parce que Barcelone joue des longs ballons devant et Krikoviak, c'est le meilleur joueur tête de tout l'effectif. Voilà. Est-ce que c'est bien de le faire rentrer? J'en sais rien. Moi, je pense qu'il a fait des erreurs, bien sûr. Maintenant, c'est un ensemble. C'est tout le club qui a foiré. Les joueurs, le staff et la direction. Et je pense qu'on peut pas mettre le coach seul responsable, comme le capitaine seul responsable. C'est une connerie aussi de faire porter à Thiago Silva tout le reste. Je veux dire, quand Trapp rentre paniqué au vestiaire parce que les ballons sont trop neufs, c'est qu'il y a un problème quelque part quand même. Ouais, je savais les pas ballons sont trop neufs. Putain, merde. T'es gardien, mec. Ça fait peur. Clairement. Très clairement. Alors, y a-t-il une question qu'on ne t'a pas posée que tu aimerais qu'on te pose? Je trouve l'interview fascinante, alors je vais pas reposer des questions puisque je trouve que les questions sont top. Merci beaucoup. Merci. On va parler un peu de tes futurs projets maintenant. Alors, si, vous aurez pu me demander pourquoi le football écossais c'est aussi génial et aussi baroque. Carrément te lancer sur l'Écosse, sur l'atmosphère de l'Écosse et du plaisir que tu as à le suivre. Attends, les matchs de 4ème division écossaise, les gars. Pour payer 10 ou 12 pounds, voire 14 le billet, c'est magnifique. Hein. Non, sérieusement, le foot écossais, c'est un foot baroque et excentrique. T'as tellement des affaires, c'est n'importe quoi. T'as des vieux staféades, tu vas parler aux gens, mais qui gèrent la boutique aussi. Voilà. J'ai un grand souvenir des matchs en 2e, 3e, 4e division écossaise à travers le pays. Avec ma petite C1 rouge, j'allais ici et là. Et quelque part, tu voyais, c'était pas ce qui était intéressant, c'était pas les 90 minutes. C'était tout le reste. Et le foot donne aussi cette option de voyager et de découvrir. Parce que le voyage, c'est aussi la découverte de l'autre. Hein. Et pour ça, ça a été un excellent prétexte pour me faire sortir. Donc quelque part, quand on me dit que des fois, qu'est-ce que j'aime dans le foot? Et ben, le foot, c'est aussi un appel au voyage. Et c'est une des choses que j'aime dans le foot. Pas de contredire là-dessus. Merci. Alors, maintenant pour parler donc de tes projets à venir, tu parlais notamment à la conférence chez ton éditeur du projet Zidane, et tu as semblé sous-entendre que ce projet était au point mort. Pourquoi est-ce qu'il est au point mort? Quelles sont les alternatives? Il m'avait proposé de faire un truc sur Zidane coach. Au début, j'ai dit putain, j'ai absolument aucune envie de le faire. Après, je me suis dit bon, tu peux le faire à ton angle, un peu le Real de Zidane. J'avais lu un livre en anglais de Graham Hunter autour du Barça de Guardiola, en gros, qui t'explique, voilà, par le prisme un peu de Guardiola, il avait abordé plein de choses différentes, les joueurs, les ci, les là, c'était super bien. Je me suis dit, je peux peut-être faire un peu préparer. Et puis en fait, donc j'ai interrogé des mecs de la Castilla, la réserve du Real, j'en ai retrouvé pas mal. J'ai retrouvé des mecs pour parler du préparateur physique, de l'entraîneur de gardien, etc. En fait, il y a un gros souci, c'est qu'il n'y a aucune personne en France qui veut parler. Genre les Guy Lacombe, tous les mecs qui ont un peu accompagné Zinedine dans sa formation d'entraîneur, il n'y a personne qui me répond. Donc je peux pas écrire sur du vide. Je veux dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est par exemple la thèse de Zidane. Ça, je suis curieux de voir sa thèse. Parler avec les mecs qui l'ont aidé à passer ça, visiblement, je sais pas, je dois être une merde, j'en sais rien, bon bref. Puis le Real a tout fait en ma double tour, je peux même pas interroger le 3e gardien du Real, sans déconner, quoi. Parce que je suis pas média partenaire, parce que je suis Poco. Donc je peux pas écrire sur du vide. Et surtout à ce moment-là, est-ce qu'il y a vraiment de l'intérêt? Puis bon. Mais le truc, c'est que si j'ai pas ce contrat-là et que j'en ai pas un autre rapidement, je sais pas comment je paye mon prochain loyer, quoi. Donc, et c'est la première fois de ma vie où j'ai dû faire j'ai en fait aussi là un besoin vital et primaire de survie, quoi. Donc ça va pas être facile. Donc là, j'étudie un peu les options qui s'offrent à moi, mais c'est vrai que voilà, t'as Monaco qui va rien entendre sur Falcao, genre. D'ailleurs, c'est Bruno Scropetta, l'ancien du PSG, qui est le directeur de la COB là-bas. Qui visiblement, je sais pas, une niette définitive, alors que Hugo Sport est partenaire de Monaco, ce qui est assez bizarre,
Surtout qu'il y a plein de choses à dire sur un mec pareil, notamment sur la Colombie, l'état du foot colombien, de la Colombie. Falcao, c'est l'espoir de la Colombie, hein, comme un grand documentaire le disait, l'Esperanza et Colombie en 2013. Et pour aborder Falcao, je pense qu'il faut aborder ce qu'est la Colombie et ce renouveau qu'ils essayent de faire et autres. Montrer que la Colombie, c'est pas uniquement narcos, ces conneries et voilà, qu'il y a plusieurs Colombies en une. Mais bon, moi, c'est encore autre chose. Donc écoute, là, pour le moment, je travaille sur divers projets, mais c'est vrai que je n'ai aucun qui a accepté. Et j'ai aucune proposition ici et là, donc là, je te cache pas que c'est assez complexe. C'est limite à se demander si je vais pas devoir créer mon propre truc un peu plus rapidement que prévu, parce que je sais pas comment je vais vivre. Même survivre, c'est pas vivre, c'est survivre, là, actuellement. Donc ouais, c'est un peu bien, je ne cache pas. Là, moi, j'ai peut-être une idée qui serait de voir un peu les zones d'ombre du football français. Parce qu'on est très fort en donneur de leçons, mais le foot français est devenu aujourd'hui la proie de la spéculation. Et on est très fort pour dire qu'en Angleterre ci, en Angleterre ça, ou dans les autres pays. Mais chez nous, il y a énormément de cas qui nous montrent les soucis, quoi. Et vu avec l'augmentation prochaine des droits télé, la France elle devient une cible très intéressante. Et par exemple, là, aujourd'hui, pour pas te le cacher, j'ai épluché toute la documentation que j'ai obtenue sur Gérard Lopez. Bah putain. C'est du foot, ça. Donc là, pour pas te cacher, demain, je dois éplucher 156 sociétés qui sont rattachées à un truc qu'il a. Et quasiment toutes ces sociétés ont été activées le 10 mars 2006. Enfin bref, elles sont à la même adresse et autres, et tu rates. Enfin bref, c'est une grande enquête, quoi. Donc peut-être un truc comme ça. Peut-être que ça pourrait intéresser un éditeur, je sais pas. Mais sinon, non, j'ai absolument aucune demande. J'ai bien une amie qui m'a proposé de coécrire un truc sur Ravière. Peut-être un genre d'essai. Et il est vrai que j'ai déjà interrogé pas mal de mecs qui connaissent Ravière depuis gamin, dont un mec qui a été au goûter d'anniversaire de Ravière à ses 10 ans, ce qui est quand même rare de retrouver un type comme ça. Puis bon, Ravière, moi je l'avais croisé un peu par hasard à Paris un soir, on a un peu parlé, etc. Enfin, parler de choses et d'autres, et c'est vrai que c'est un type assez intéressant. Donc pourquoi pas ça, mais s'il se barre, voilà, je me fais aussi baiser, donc excusez-moi l'expression, mais c'est vrai que parfois c'est un peu désespérant parce que je vois un peu des gens comme Damien Degord et Arnaud qui ont beaucoup plus d'avance que moi, par exemple, quand ils font un livre, sur des trucs qui ne se vendent pas. Leur livre ne se vend jamais. Il est de qualité. Là, j'attends de l'avoir entre les mains. Je vais le demander à Marabout pour le chroniquer, pour qu'on rigole un petit peu. D'ailleurs, j'ai envie qu'on rigole un peu. Alors c'est sûr qu'après je pourrais plus publier chez Marabout, hein. C'était pas le but non plus. Mais voilà, c'est un peu. Je cache pas que c'est un peu difficile. Et pourtant, je fourmille de projets, mais c'est pour ça que j'ai besoin que Cavani se vende à peu près bien pour après, je peux entre guillemets faire passer plus ce que je veux, et sachant que je suis pas prêt à écrire. Il y a des thèmes que je ne ferai pas. Il y a des thèmes que je ne ferai pas, et si je dois retourner travailler sur les marchés avec ma mère, bah écoute, je te ferai. Bah, en tout cas, je suis désolé de ce que tu nous dis, de la tournure que prennent les choses, et juste en tant que supporter Bon, parisien. plus, mais bon. Non, mais bon, ça fait chier parce que quand même t'apportes avec tes bouquins. Moi, j'ai beaucoup aimé le livre sur Cavani. Et en tant que supporter parisien, bah, j'ai tendance à me dire que si justement tu devais faire un livre sur Pastore, ça serait une jolie conclusion d'une trilogie qu'on pourrait qualifier de parisienne. Alors après, comme tu viens de dire, Pastore va peut-être partir, mais il n'est pas encore parti. Je pense pas qu'il partira cet hiver, de toute façon. Ah oui, moi non plus. Et puis surtout, ça serait pour moi une aberration s'il devait partir. Il propose, t'as Draxler qui propose quelque chose et Pastore qui propose autre chose. Et il n'y a aucun intérêt à ce qu'il parte. Oui, puis surtout, il n'y a aucun club qui va mettre 30 millions sur Pastore. Donc déjà, t'as aucun intérêt à vendre. T'as besoin de liquidité, là. Il n'y a aucun club qui va mettre des grosses liquidités sur Ravière, malheureusement pour lui. Séville, ils vont mettre quoi? Séville, ils ne peuvent pas payer le salaire. Mais en prêt. L'Inter, ils vont faire quoi cet hiver? Ils peuvent pas. Donc bref. Mais ouais, pour peut-être les adieux de Pastore pour CD, ce serait pas mal. On serait une coécriture et bon, c'est un style un peu différent. C'est un essai, je pense. Moi, j'ai déjà remonté les pistes, etc. Et j'ai déjà pas mal d'anecdotes de ci, de là, de vécu. Je t'assure que c'est j'ai un peu l'idée de la forme en plus. Ce serait, ouais, je sais un peu comment on veut faire ça. Si on a la liberté de le faire. Je sais que Ravière, on n'a pas de mal pour un éditeur. Ça, je le sais. Ça, oui, je pense. C'est un chouchou parisien. C'est le nôtre, en tout cas. C'est un chouchou parisien. Ouais, t'as énormément de gens qui aimeraient
lire un livre où justement il y a tous les à côté de Ravière, toute son enfance, comment est-ce qu'il a grandi, comment est-ce qu'il est devenu cet homme discret, romantique qu'il est. Pourquoi il a toujours la même bagnole pourrie à Cordoba? Donc ça, c'est encore autre chose. Ouais, non. Voilà quoi, donc ouais, à mon avis, Ravière, c'est. Enfin, t'aurais. Après, Oui, on oui. juge Puis bon, toujours Ducona, d'après il n'y a pas soi-même, mais. trop mal marché quand même en termes de retour avec Cavani, c'est-à-dire personne ne perd d'argent. C'est vrai que potentiellement, tu as moins de risques. Tu sais que voilà, je sais qu'il y a des gens qui ont bien aimé le Unai, qui ont acheté le Cavani, et que si je sais qu'il y a Pastore, il y en a qui vont peut-être aussi faire entre guillemets, comme tu dis, la trilogie, quoi. Donc ouais. Après, je sais que bon, moi, je j'ai pas de contrat d'exclusivité avec Hugo Sport. Hein, je suis à l'écoute un peu de tout. Je te dis, j'ai même écrit une pièce de théâtre. Peut-être on sait jamais. Je fais aussi un roman. Je sais que voilà, je fais pas que le foot non plus. Bon, c'est vrai que là non plus, j'ai aucune demande. Mais je sais qu'il y a Hugo Sport. Je sais qu'ils veulent me garder, me proposer des trucs, quoi. Donc je suis pas non plus inquiet, mais il est vrai que le marché s'est complètement écroulé, toi qui n'étais pas bien haut. Et bon, moi, mes bouquins ont plutôt, voilà, sont corrects, on va dire, en termes de vente et autres. C'est pas énorme, mais ça va, comparé aux autres. Donc c'est pour ça que j'ai espoir. Après, je te dis, là, le truc sur le foot français, peut-être un peu toutes les zones d'ombre ici et là, il y a peut-être un truc à faire, je pense. Il y a vraiment un truc à faire, même parce qu'il n'y a pas qu'un club. Il y a franchement des trucs, mais en fait, on se rend pas compte. On se rend pas compte. Mais notre football est gangréné. Littéralement. On s'en rend un petit peu compte quand on regarde la FFF où il y a des choses des fois. Ouais, c'était que la FFF. Mais Oui. Sans parler de La la FFF, LFP mais... ou. même dans les clubs français, les directions. Bah, tu vas à Rennes, tu vas à Lorient, tu vas à Lille, tu vas à Nantes, Ah, tu Lorient, vas à c'est- Lens, Ouais. tu vas à Vincent Labrune aujourd'hui qui est un genre d'agent conseiller de club ici et là. Tu dis d'accord, pourquoi pas. Tu vas à Bacourt, Perro Henrique, hein, qui est loin d'être un saint. Quand tu vois que Zahavi est complètement rentré à Paris, tu te poses aussi des questions. J'aurais pu à Rennes. Avant, c'était pas le cas, quand même. Et là, aujourd'hui, il y a une convergence depuis quelques temps. Donc, je pense qu'il y a un vrai sujet à faire là-dessus. La FFF, ce qui se passe à Auxerre, ce qui se passe à Tours aussi. Tours, c'est révoltant. C'est pas mal. Hein. L'arnaque au Pôle emploi pour survivre au national en CFA, qui est un truc pas connu, mais sans l'arnaque à Pôle emploi, je te dis, la moitié des clubs, ils sont morts. Hein. Je What? savais pas non plus ce truc. What? Ok. Très clairement, l'arnaque au Pôle emploi, c'est un truc qui est pas connu. Sans l'arnaque au Pôle emploi, la moitié des clubs qui se disent professionnels coulent. Mais c'est quoi l'arnaque au Pôle emploi? Si... En gros, c'est les joueurs, ils pointent à Pôle emploi, donc ils prennent le truc de Pôle emploi, alors que le club les paye à côté. Et donc ils complètent. Et donc comme ça, ils font du foot et ils sont professionnels. Eh bien. Et il y a... Il y a même des mecs qui vont jouer à l'étranger, ils le disent pas, et ils touchent leur Pôle emploi, et comme ça, vu qu'ils n'ont pas beaucoup à l'étranger, ben, ils peuvent continuer de pro. On en apprendra tous les jours, je crois, sur ces sujets-là. Voilà. Et il y avait un autre projet que tu avais, on voulait savoir où ça en était, c'était ton projet vidéo qui reprenait un peu la forme du dessous des cartes. Yep. Bah ça, écoute, j'ai quelques cartographes, j'ai pas mal de personnes qui ont accepté de m'aider. Donc là, moi, je suis en train de préparer l'écriture du premier numéro, qui va être normalement... Alors bon, l'actualité de Gérard Lopez va peut-être me pousser à faire le premier numéro sur lui, parce que c'est compliqué et que bon... Mais sinon, ça va être sur le Congo-Brazzaville et le foot. Et un investisseur français qui est impliqué dans le football français, qui a une compagnie de pétrole maintenant grâce au football. Et on va voir les liens pétrole-foot, des rapports de justice. Et c'est une idée de faire entre 10 et 15 minutes un programme avec des schémas, des cartes, des ci, des là. On va dire un peu de post-prod pour un peu expliquer sur des dessous du foot réellement. Ça peut être un truc culturel, ça peut être un truc historique, ça peut être un truc joyeux, ça peut être un truc un peu plus mafieux. Et ça peut être un truc, des fois, où tu te dis, putain, on nous prend vraiment pour de la merde. Et après, ça se posait aussi des questions du traitement médiatique et de certaines personnes qui sont visiblement protégées. Et notamment cette personne que je cite, et qui va être citée donc vis-à-vis du Congo-Brazzaville. Merci, j'ai hâte de voir ça, moi ça m'intéresse beaucoup tous ces sujets. Si tu avais un livre à Ça nous va faire conseiller- chier du monde. Ah non, Yep. certains, mais ça va Aussi. m'intéresser d'autres, t'inquiète pas. Si tu devais nous conseiller un livre sur le foot, mis à part les tiens, En français, évidemment. Je conseillerais pas spécialement les miens. Bon, moi, je lis quasiment qu'en anglais et en espagnol, parce que c'est vrai que
surtout en anglais, parce qu'il y a un choix dans l'édition incroyable. T'as des livres sur Eibar, par exemple, t'as sur le Partizan Belgrade en anglais, c'est exceptionnel. T'as ces livres sur des clubs de 6e division, ça c'est exceptionnel. Donc je vais te conseiller en français quand même. Je te conseillerais... Ouf, Moi j'ai beaucoup aimé la biographie de George Best par Duncan Hamilton, Immortel. Parce que Duncan Hamilton, c'est pas un livre uniquement sur Best, c'est un livre foot culture. C'est brillant, il y a une exigence incroyable. Après ça me fait chier parce que tous les exemples que j'ai envie de te dire, ils sont en anglais. Donc je vais t'en citer en anglais, tant pis. Je vais te dire Fear and Loving, c'est un livre de Sid Lowe autour du classico, qui est... En fait, quand j'ai lu ça, je me suis dit, t'auras beau faire quoi que ce que tu veux après, tu ne pourras jamais atteindre le niveau de Sid Lowe. C'est exceptionnel. Je te dirais Mister de Rory Smith, qui est un livre sur les entraîneurs britanniques ayant un peu appris le football ici et là à travers les pays et les continents. C'est superbe. Je peux te dire quoi d'autre? Je vais te dire Golasso, que j'ai lu récemment, qui est un peu une histoire encyclopédie autour du football d'Amérique latine. Il y a un autre bouquin qui est pareil sur la North American Soccer League, l'époque de Best, Beckenbauer, tout ça, qui s'appelle Rock'n'Roll Football, Rock'n'Roll and Soccer, un truc dans le genre qui est incroyable. Je fais souvent des vidéos de conseils de lecture, il y en a une qui va pas tarder à sortir d'ailleurs sur ma chaîne YouTube. Mais voilà, quand même, le livre de Sid Lowe est exceptionnel, et en français, le Immortel de George Best, et sinon le livre sur Socrates qui est sorti en français, je le conseille. Et je vais te dire le livre de Guardiola, de Martin Perarno, La Métamorphose en français, parce que les bouquins de Martin Perarno, c'est une exigence, une profondeur, une analyse qui est rare. Et je pense qu'on peut s'en inspirer aussi de cette exigence quand on écrit. Ok, j'avais aussi bien aimé le livre d'Auclair sur Cantona. Je pense qu'il est mieux en anglais qu'en français, mais j'imagine que Philippe... Je l'ai pas lu, donc j'ai juste 2-3 échos comme ça. Après, en Angleterre, je te dis, t'as tellement de bons livres, et je te dis, pour pas te cacher, là, juste derrière moi, j'ai tous mes livres, je crois que j'en ai quasiment 100 autour du foot, et je peux t'en citer plein. Je peux te citer par exemple un bouquin sur l'épopée d'Alex Ferguson à Aberdeen à l'époque, Fergie White, ce qui est absolument génial, Thor, un bouquin autour du football allemand, Orange Dutch sur le football néerlandais, Danish Dynamite sur les Danois, enfin tu vois, il y en a plein. C'est des bouquins de foot culture sur la 4e division, enfin, il y en a tellement. Il y a un livre génial qui s'appelle Bottom Corner de Nigel Tassel, qui en fait c'est un peu une aventure dans la non-league football, donc c'est à partir de la 5e division anglaise et plus bas. Et je vais t'en conseiller un dernier, ça s'appelle 31 de James Montag, c'est sur les outsiders à la Coupe du Monde, c'était pour les qualifs à la Coupe du Monde de 2014. Il est allé en Afghanistan, aux îles Vierges britanniques, en Érythrée, au Liban, et c'est le principe de voyage footballistique. Et c'est exceptionnel. Merci beaucoup, ça me fait des idées pour Noël tout ça, c'est très bien. Sinon il y avait Jimmy avec qui t'as parlé sur Twitter un peu pour faire cette information qui te proposait une collaboration pour écrire un livre sur Hatem Ben Arfa, joueur qui laisse personne indifférent. Motivé ou pas? Je sais qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui cherchent à avoir l'autobio d'Hatem. Tu sais que Hatem, quand tu dois parler d'Hatem, t'es obligé de parler de Michel Voisine, quoi. Ouais, oui. Derrière Hatem, t'as aussi un drame familial. Et vraiment, si quelqu'un un jour veut s'y coller, putain, je souhaite bien du courage parce qu'il va être obligé de se mêler de trucs. Ça risque de pas être évident, quoi. Mais je ne vais pas faire de commentaires sur Michel Voisine. Je pense que c'est. Ouais, donc. Ouais, ça te motiverait pas même avec un petit parcours gastronomique des Grecs parisiens, par exemple? Je sais pas, demande à Dominique. C'est vrai qu'il fait souvent des soirées avec Michel Voisine, même des fois il va à l'appartement d'Hatem à Neuilly, donc bon. Peut-être que lui il te répondra mieux que moi, il a l'air bien aimer les Grecs, Dominique. Et sinon, on sait que tu es très proche, enfin, c'est peu que de le dire, avec Olivier Le Tang, et du coup, on s'est... C'est mon pote, ouais. On en a parlé, on a une suggestion pour toi. Pourquoi ne pas le laisser faire la préface de ton bouquin sur Ravière? Donc on s'est mis d'accord que tu faisais le bouquin sur Ravière et le laisser faire la préface. Il va te dire que c'est lui qui l'a fait, presque. Et pourquoi pas faire un bouquin sur Olivier Létang?
Ça pourrait être Tant une mieux. idée. Ça pourrait être une idée. Ça pourrait être une idée. Est-ce qu'on l'appelle de son surnom du PSG ou pas? La taupe? Parce que si on l'appelle le Rocancourt du football, je sais pas si le titre va bien passer, mais bon. Écoute, Olivier Létang, bonne chance à lui. J'ai absolument rien personnellement contre Olivier Létang, mais je trouve ça assez curieux, assez comique de voir, par exemple, quand j'ai juste passé pour Info Sport Plus sur Cavani, il y a eu un petit sujet sur Létang et quand les micros étaient coupés, tout le monde, tous les mecs qui avaient l'ont déchiré. Et moi j'ai dit, mais il y en a pas un qui peut expliquer pourquoi ça en public? Ah mais non, machin, ok, d'accord, très bien. Très très bien. Donc vous savez que ce mec, il a fait plein de trucs, on va dire pas spécialement cool. Vous avez des exemples, mais personne n'en parle publiquement. D'accord. Continuez à prendre les gens pour des cons. Très bien. Très très bien. Mais je suis curieux de voir ce qui va devenir de Rennes. Hein. On lit tous. On sait toujours pas s'il travaille pour Jorapchion. Bah, on sait tous que c'est le cas, mais est-ce qu'il a démissionné de son poste chez Kia Jorapchion, là, la société sportive SUK? On n'en sait rien. Il n'y a pas eu une question sur le sujet. C'est pas gravissime? Ouais. Encore cet agent a 3 cartes d'identité, je crois. C'est Jorapchion. Jorapchion, tu pourrais en faire un thriller aussi. Hein. L'homme... non, je sais même pas comment il s'appelle. C'est Kia Cavage, Kia Jorapchion. Le mec qui a 3 nationalités, des passeports différents. Mais tout va bien, tout va très très bien. Merveilleux football, merveilleux parfois, merveilleux. Pour finir sur une note plus légère, on se refait cette petite interview une fois que tu sors le livre sur notre Pastore d'amour. Je sais pas si ça se fera, et déjà c'est pas que moi le projet, c'est même pas de moi le projet à la base, c'est une personne qui m'a demandé de coécrire avec elle. Je sais qu'on le ira au bout, je sais pas quand, je sais pas, je le sais. Donc je pense surtout que ce sera avec cette personne. Et voilà, si tu veux, je vais juste donner une petite anecdote sur Javier pour terminer alors. Laquelle je peux te citer? Ah, je vais t'en citer une. Il avait 17 ans et il était monté en équipe première à Talleres, donc son club à Cordoba. Et en fait, il y avait une espèce de tradition, il fallait raser tous les gars. Donc Javier, il se fait raser. Et sauf qu'en fait, problème, il prend un coup de soleil terrible sur le crâne. Mais il prend tellement un coup de soleil fort, ça lui fait tellement mal, qu'il prend des douleurs donc à la tête. Et le coach, il devait le mettre en gros pour un match amical, et il a failli ne pas le jouer à cause de ça. Il a failli louper sa chance d'être en équipe première à cause d'un coup de soleil pris sur le crâne parce que les mecs l'avaient rasé. Et finalement, non, il joue. Donc ça m'a fait marrer quoi, quand j'ai entendu ça. J'ai dit voilà, j'ai pas des grosses anecdotes, mais ça m'a fait marrer parce que j'imagine, et ses potes, ils disaient quand même, le mec, il est argentin, il trouve le moyen de prendre un coup de soleil sur tout le crâne, quoi. C'est pas un type qui vient d'Irlande, quoi. Donc bon, Javier et sa vieille bagnole, Javier et ses petits ponts, Javier et son dos voûté, Javier et ses multiples surnoms. Ah, il y en aura des choses à dire. Javier et sa Villarreal et Saint-Etienne, il y en aura des choses à dire. Ok, merci beaucoup. On arrive à la fin de cette interview très intéressante. Merci beaucoup à toi, Romain, d'avoir pris le temps pour nous répondre. J'espère que tu as passé un bon moment. Nous, c'était le cas en tout cas. C'était très très gentil à vous pour l'auteur et déjà pour l'interview. C'était un plaisir. Moi, je conseille tous ceux qui ont aimé les anecdotes sur Cavani, notamment, de foncer acheter le livre. Noël approche en plus. C'est une bonne idée de cadeau. Ouais. Et je tout donne à fait. Oui, bien sûr. Et je donne rendez-vous à nos auditeurs pour le prochain podcast du Club Paname. Ce sera lundi avec les analyses des matchs contre le Celtic et Monaco. Vous voyez quand même 2h du mat quasiment. On n'a pas vu le temps passer. Du coup, on va souhaiter bonne nuit à nos auditeurs, même si je pense qu'ils sont déjà tous couchés. Et bonne nuit à toi, Romain, du coup. Eh ben, il n'y a pas de souci. Merci à vous, surtout pour l'intérêt. Merci beaucoup. Ciao tout le monde. Ciao.